Alors bonjour, je m'appelle Daniel Abel de la ferme L'Espérance 1999 Incorporée, une entreprise qui est située à Parisville, et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de AgroSan. C'est quoi ça, AgroSan? AgroSan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. AgroSan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, K-Lime et Calpomag. Avec AgroSan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Je voulais parler du référencement. Ben oui, référencement Apple, Spotify, puis plusieurs autres sites pour écouter les podcasts. Vous pouvez aller mettre une note, c'est tant qu'à faire. Mettez donc une note de 5 étoiles. Fait que comme ça, le podcast est beaucoup mieux ranké dans les moteurs de recherche. Et aussi, pour vous abonner, en écouter un peu plus, le Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4 $ par mois. Fait que des exclusivités exclusives que je publie que sur le Patreon. Et puis aussi, je voudrais remercier tous les auditeurs. J'ai été quand même un petit bout sans faire d'enregistrement. Je recommence. Et puis, parce que là, j'ai eu de l'ouvrage quand même pas mal. Hey, aujourd'hui, je suis avec Daniel Abel de la ferme L'Espérance située à Parisville. Salut Daniel. Salut Christian. Comment ça va? Ça va très bien. Yes. Écoute Daniel, ça fait un petit bout qu'on se connaît. Ça fait pas longtemps par exemple. Ça fait pas longtemps parce que, bon, on n'est pas voisins parce que on est complètement à l'opposé de la région. Je suis vraiment collé, moi, sur la Montérégie, puis toi, tu es vraiment collé sur Chaudière-Appalaches à côté. Tout à fait. Fait qu'on est vraiment à l'opposé de la région. C'est parce que je t'ai connu, parce que tu es président à l'UPA. C'est comme ça qu'on s'est connus principalement. Tu étais président à l'UPA. Centre du Québec, là, pas... parce que c'est pas tout le monde qui connaisse vraiment comment l'UPA fonctionne ou de la manière qu'il s'est bâti. Fait que Daniel, à fond, était président régional Centre du Québec. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis là, bon, il est arrivé un petit quelque chose cet été. Puis après ça, je t'avais parlé puis pour te tirer à la pipe un petit peu. Oui. C'est bien correct. T'as-tu bien gros qui ont fait ça? Parce que, pour faire une histoire courte, Daniel a démissionné de son poste de président. Puis je pense, c'est-tu 2 semaines plus tard, puis
C'est comment, ça, de travailler 2 semaines de suite sans réunion? juste pour t'attaquiner un peu. J'ai eu effectivement ce type de commentaire-là qui m'a été adressé. Beaucoup de gens s'informaient aussi de savoir comment est-ce que ma blonde vivait avec le fait que je sois en permanence proche de la maison, sans être dans la maison, mais d'être proche. Alors, oui, c'est une adaptation. C'est un retour sur l'entreprise, mais ça se passe bien. Ça s'est bien passé, puis ça se passe bien. Bon, c'est bien parfait. Écoute, moi, Daniel, j'aime ça faire découvrir du monde au podcast. Puis là, aujourd'hui, c'est à ton tour. Fait que, on va revoir un peu ta carrière agricole, comme producteur agricole. Puis tu as été depuis longtemps dans l'UPA. Fait que, tu sais, on va faire un wrap-up de ça, de ta carrière que tu as faite dans l'UPA. Excellent. Fait que, toi, tu dois être venu au monde à Parisville. J'imagine que tu as repris la terre familiale. Oui. Ben, en fait, je suis natif d'une famille de 2 enfants. Donc, OK. Père et mère de grosses familles aussi. Mon père... Fait que tes pères et mères, fait que t'étais une femme avant, c'est ça que tu es en train de me dire? T'es peu, on va reprendre ça. Là. Ben, 2024, c'est plus surprenant. C'est important de clarifier le propos. Alors, c'est une farce. Bien sûr. Ben, en fait, du côté de mon père est natif, lui, d'une famille de 18 enfants. Ma mère est native d'une famille de 14 enfants. C'était 2 familles agricoles. Alors, les parents de mes parents étaient du monde agricole. Faut juste se rappeler qu'on est dans le curtis du temps qui fait en sorte que c'est de l'agriculture de colonisation et de l'agriculture de survie. On parle là, des années 50-60 qui nous a amenés à l'ère de spécialisation en 70. Alors, je suis natif de cette famille-là. On est sur la ferme ancestrale paternelle. Donc, OK. moi, je suis la 6e génération à avoir repris le bien paternel des Abel et une 7e génération qui s'établit actuellement. Mes 2 garçons sont avec moi sur l'entreprise et voilà, on se développe de ce côté-là. Je sais qu'il y a un autre Abel à Parisville qui faisait beaucoup de forfaits. Oui. C'est-tu parent avec toi? Oui, c'est mon cousin. C'est ton cousin? OK. Sylvain, ferme Parisbelle. On est voisins de terre. Et nos parents, d'ailleurs, son père, Sylvain, et mon père ont été longtemps associés au niveau d'une fusion de machinerie pour diminuer les coûts d'opération, justement, des équipements. Un ancêtre de Cuma, là, Voilà. Il y en avait beaucoup qui faisaient ça là, avec des voisins, puis achetaient surtout des fraises à faire de même. Comme mon père, il avait de la machinerie en commun avec son frère, par exemple. Exactement. Ben, surtout quand on avait chacun des vaches, là, surtout. Là. C'est ça. C'est un peu le même concept qui s'est fait chez nous. Les 2 parents, mon père et le père de Sylvain, avaient leur entreprise à eux, mais il y avait une partie de la machinerie qui était en commun. Alors, oui, c'est comme ça que ça s'est développé. Puis, moi, j'ai repris la relève chez nous. Au même moment, j'ai fondé famille avec une infirmière à l'époque, Chantal Lafont, qui m'a donné 3 merveilleux enfants, une fille de 30 ans, un garçon de 28 ans et un autre qui a eu 26 samedi passé. Et je suis actuellement grand-père de 3 petits-fils. Et en couple, parce que la vie nous joue des tours, parfois aujourd'hui, je suis en couple avec Nancy Paquet, qui elle aussi est native de famille agricole qui provient de Neuville et qui est une employée à la Fédération régionale de l'UPA du Centre du Québec. Ah, t'as pas eu à aller sur Tinder, t'avais qu'à aller dans un bureau, tu passais à faire des babayes. Puis, J'avais juste à faire des réunions, puis je la voyais. J'avais compris le concept. Ben, Nancy, que je connais bien parce que moi, j'ai été dans Relève avant ça. On parle au début des années 2000. Elle, était-tu notre secrétaire régional, me semble, à ce moment-là? Puis après ça, je l'ai revue quand j'étais au Grain. Oui. Fait que, tu sais, oui, je la connais, là, Nancy. Je la connais très bien, là. Fait que tu me confirmes que c'est un bon parti. Je sais pas, je vais me coucher avec. Non, non c'est une joke. Mais... Ça, je suis content de l'apprendre. On l'a dit tantôt, tout mérite précision. Hein? Puis, tu sais, ce printemps, dans le fond, il y avait eu une manifestation le 18 avril. Oui. Puis, bon, à un moment donné, on s'était parlé au téléphone, puis je t'avais offert mon aide pour être bénévole, tu sais, si tu veux. Puis, finalement, à un moment donné, tu m'avais appelé, ouais, ben là, tu vas aller à telle place, puis, bon, tu sais, Nancy Paquette, là, c'est ma conjointe. Ben, je la connais, Nancy. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, là, tu sais, quand j'étais allé là. Ça faisait bien longtemps que je l'avais pas vue. J'étais bien content de la revoir. Fait que, en passant une belle journée, tu sais, comme bénévole, là. Oui. Puis là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu beaucoup de producteurs qui s'étaient offerts comme bénévoles, là. C'était rien que des... La plupart, c'est comme
du monde qui siège déjà à l'UPA ou des employés de l'UPA, tu sais, qui étaient là, mais j'étais comme un des producteurs qui n'est pas lié à l'UPA, qui ne siège pas à l'UPA nulle part, qui était là, tu sais, comme bénévole. Il y avait énormément de producteurs, mais ils étaient occupés à conduire des directeurs. Oui, c'est ça. Il faut quand même se rappeler que ça a été la plus grosse mobilisation au Québec. La mobilisation du centre du Québec, c'est au-delà de 300 tracteurs qui ont participé à cette mobilisation-là. Ça l'a amené inévitablement beaucoup de monde sur place. On parlait de 500 personnes à ce moment-là. Ouais. Et oui, tu as été un des contribuants bénévoles, puis très apprécié. Moi, je peux me permettre encore aujourd'hui, malgré le fait que j'ai plus le titre, de te remercier au nom de l'ensemble des producteurs qui étaient présents pour le coup de main que tu as donné. Tu as fait un peu de vidéo, tu as fait un peu de positionnement au niveau des lignes de start le matin lorsqu'on enclenchait les convois. Et ça prenait des gens qui avaient quand même une certaine connaissance là, pour être capable de faire en sorte que ça se déroule rondement. C'est ça. Mais il fallait aussi donner des instructions au monde. Fait que là, le terrain où on était quand même assez vaste. Fait que plusieurs tas de producteurs restaient là. Fait que, puis là, je connais tout le temps quelqu'un dans la gang aussi. Ben oui. Fait que, j'en connais quand même pas mal de monde, là. Effectivement. Fait que, ça casse la glace, c'est plus facile aussi, là. Fait que là, quand tu arrives avec un dossard jaune, tu sais que tu en viens donner des instructions. Fait que, puis là, tout le temps du monde, qui sont là puis qui veulent me niaiser un peu. Il y en avait un qui arrive, il me dit, là, on va-tu étendre du fumier quelque part? J'ai dit, toi, tu fais du forfait dans le fumier, là. Brasse la marde que tu as brassée, viens pas en brasser ici. Okay? Il y a un temps pour chaque chose. C'est ça. Mais tu sais, le gars, je regardais avec un sourire. Fait que, tu sais, quand tu te connais, tu sais, je sais que je passe mon temps à faire des jokes, le monde me connaisse un peu. Tu sais, je suis capable de pousser des jokes, là. Puis des fois, ça passe pour une joke, mais je le pense vraiment. Capable de passer des messages en même temps. Capable de passer le message en même temps. Là. Excellent. Non, mais ça avait été quand même une grosse journée parce que, tu sais, moi, j'avais affaire. J'avais parlé avec Nancy, justement, la veille. Bon, t'as-tu amené des affaires? Mettons, je pourrais passer faire le ménage. Fait que là, une fois que tous les tracteurs étaient partis, j'ai marché le terrain au complet. Puis une affaire que j'ai appréciée, c'est que en tracteur, il n'y a personne qui arrête au Tim Hortons. Il n'y avait aucun verre à café qui traînait nulle part. Le terrain était propre. Puis même que on était au centre expo Cogeco. Ouais. Puis tous les tracteurs étaient collés un sur l'autre. Aucun papier à terre. Non, Aucun papier à terre. Fait que, tu sais, j'ai ramené mon sac à vidange vide. C'est les commentaires qu'on a eus d'ailleurs des gestionnaires de l'Expo là, à la levée de cette mobilisation-là, qui nous ont partagé que les producteurs agricoles, on était des gens qui étaient très bien élevés et on savait se tenir. C'est ça, c'était pas du tout à cochon. Là. Effectivement. Ben moi, j'étais là pour. Tu sais, j'avais amené une pelle, un balai, un sac à vidange pour ramasser des cochonneries. J'ai rien eu à faire. Maintenant, j'avais dit ça à Nancy. Bon, mais là, j'étais là pour ramasser des affaires, puis j'avais à faire ça, mais il n'y a rien ramassé. Ah, il n'y avait rien à ramasser. Ça a été quelque chose, comme on dit, là, une job ça coche d'un bout à l'autre de la part de l'ensemble de tous ceux qui ont participé à cette mobilisation-là. Moi, ça a été une de mes Puis merci aux producteurs qui étaient là puis qui n'ont pas sali rien aussi. Là. Effectivement, regarde, ça a été une belle contribution de tous ceux qui ont participé à cette activité-là. C'est un fait. Oui, parce qu'il y a eu des mobilisations dans chaque région. Puis, tu sais, il y a Martin Caron qui les a pratiquement toutes faites, sauf une parce qu'il y en avait deux la même journée. Il ne peut pas se splitter en deux. Malgré qu'il est grand, il serait peut-être capable d'en donner un bout, mais tu sais. Mais tu sais, il les a toutes faites. Il les a toutes faites. Fait que, non, chapeau à Martin aussi, là, Martin Caron, là, pour. Hey, ça gruge du temps, là. T'es pas chez vous durant ce temps-là. Là. Effectivement. Alors, Martin est un gars qui se donne beaucoup. En plus des réunions, là. Fait que là, c'est un temps, là, à partir du 8 mars jusqu'au 5 mai, je pense, la dernière en Mauricie. Non, c'est un méchant coup qu'a donné Martin, là. Tout à fait. Méchant coup, là. On a eu le privilège d'avoir sa présence comme plusieurs autres régions. Puis on a eu aussi un privilège un peu particulier d'avoir Pierre Réaume comme animateur. Et Pierre, on connaît, pour ceux qui le connaissent un peu, on sait tous qu'il y a un agenda extrêmement chargé. Et d'avoir répondu à un appel que je me suis permis de lui faire personnellement 48 heures avant la mobilisation, à savoir est-ce que ça y intéresserait de venir animer ça. Et sa réponse a été sans équivoque, c'est où et c'est quand. Ça a été ça, sa réaction. OK. Il dit, ça t'intéresse-tu? C'est où, c'est quand? Et voilà, fait que Pierre est débarqué chez nous pour faire cette animation-là. Fait que non, une belle réussite en soi. Ouais, il y avait eu pas mal de politiques qui étaient là. Il y avait Sébastien Schneeberger, ça c'est le député de la CAQ. Notre-Dame du Bon-Conseil, Drummond, mettons. Oui. Je ne me souviens pas le nom de la circonscription. Il y avait Éric Duhem qui était là, avec son chien. Oui.
À part de ça, qui qu'il y avait d'autre? La mairesse de Drummondville, qui était préfète aussi. OK. Madame Stéphanie Lacoste. OK. Qui a fait un discours en avant? Qui a fait un petit discours. As-tu fait un discours, Stéphanie? Hey, là, j'y vais de mémoire. Oui, c'est ça. Je me souviens pas de cette partie-là. Je me souviens qu'Éric Duhaime y avait été. Il y avait Sébastien aussi qui y avait été de la CAQ. Oui, elle a fait un discours. Oui, parce que là, je me rappelle, quand elle a redescendu sur le trailer, c'est Martin qui a donné la main pour lui permettre de redescendre sur le stage. Il faut dire que c'est un trailer fifth wheel avec un beaver tail en arrière avec des ferranges. Il fallait faire attention pour ne pas passer la patente de ferranges. Effectivement, là, on était vraiment... Les producteurs, ça, c'est tel que tel. Là, on est capable de marcher sur plus dangereux que ça. Là, mais le monde qui arrive avec des talons, là, non. Non. On n'était pas là pour être... C'était pas une démarche qui se faisait en tenue de soirée, maintenant. Non, pas trop. Voilà. C'est ça. En tout cas, ça, c'est de la manifestation du 18 avril passé qu'on a faite au centre du Québec. On venait de finir les sucres, nous autres. Ouais. Fait que là, comme pris à journée pour faire ça. Là. Tout à fait. Alors, ça a été une belle réussite. Belle yes. réussite. Ta ferme, Oui. Ferme d'Espérance, la Ferme d'Espérance, c'est-tu toi qui l'as nommée de même ou ça venait de ton père? Ou, En fait, c'est une histoire qui est... Vous espériez quoi? Qui peut être longue. On espère encore. On espère encore. On se sert de ce préfixe-là encore à tous les jours, l'espérance de. En fait, c'est le nom du cours d'eau qui borne la Terre. Et il faut reculer un peu dans l'histoire. Tu te rappelleras, Christian, que quand on s'inscrit au Club Holstein, à l'association Holstein, et qu'on fait de l'élevage pur sang, on doit donner un préfixe à notre troupeau. Oui. Et c'est de là que ça vient. Alors, le nom, l'espérance, c'est le préfixe de ferme, c'est le 5e nom dans toute la liste qu'on avait soumis, qui a pu être retenu parce que les 4 autres avaient été pris. OK. Alors, c'est le 5e nom qui a été retenu. Et au fil du temps, c'est devenu le nom de la société. Et par la suite, on l'a transposé en nom de compagnie qui sert aujourd'hui comme préfixe de ferme pour le troupeau, mais qui sert aussi de nom d'entreprise auquel on a rajouté 1999 incorporé. Dans le fond, il y a eu comme un changement de statut pour avoir le 1999. Là, voilà, on s'est basculé cette année-là, on se basculait en compagnie. On passait de la société en nom collectif en compagnie incorporée. Parce que là, dans le fond, tu tombais-tu propriétaire en 99 ou c'était arrivé avant? Moi, c'est arrivé avant. Moi, j'ai été introduit dans l'entreprise agricole en 91, au moment où la société a été formée, Ferme l'Espérance SENC. Mes parents m'ont consenti par donation 20 des parts de l'entreprise. Et je terminais mes études à ce moment-là. Moi, j'avais terminé en 88. En fait, en 86 plutôt. Et j'ai travaillé 2 ans à l'extérieur dans le domaine agricole pour aller me chercher de l'expertise et de l'expérience sur des entreprises qui alimentaient, entre autres, avec des systèmes d'alimentation humide, ce qu'on appelle des harvesters. Alors, c'est ce qui explique le pourquoi qu'on a des systèmes harvesters chez nous. C'est cette expérience-là que j'ai été chercher sur d'autres entreprises puis qui m'ont amené à tomber en amour un peu avec ce système d'alimentation-là. Alors, et en 88, je suis revenu sur l'entreprise à titre de salarié. 91, on a formé Ferme l'Espérance SENC, où j'ai été associé. Et pour après arriver en 99 à enclencher un processus de transfert. Alors là, on a transposé l'entreprise, la société en compagnie. Et là, par la voie des actions, ça devenait plus facile d'accentuer ma part de propriété au sein de Ferme l'Espérance incorporée. OK. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis à ce moment-là, vous avez à peu près combien de kilos de quota, puis combien de grandes terres? Oh mon Dieu, regarde, quand mes parents ont repris le bien ancestral en 73, à ce moment-là, on avait l'équivalent de 14 kilos au jour. Y avait-tu du quota dans ce temps-là, en 74? Oui, il y avait du quota. Ça commençait là. Ça commençait. À quelle année? La véritable, en fait, le quota, c'est 67. 67, le quota laitier, c'est en 67 qui a été mis en place. Et la véritable application du contingent s'est faite en 76. Et là, on se rappellera, en 76, il y avait eu des coupures de 20 du quota détenues par les producteurs parce qu'il y avait un surplus de production. Ça avait emmené à ce moment-là une manifestation monstre à Ottawa. Regarde, là, je t'atticue, je te compte ça parce que ça m'a été raconté par d'autres. Mais il y a eu une manifestation monstre à Ottawa cette année-là et le gouvernement avait décrété des cas, je te dirais des cas spécifiques qui pouvaient à ce moment-là obtenir de ravoir le quota qui leur avait été coupé pour leur permettre finalement de passer au travers de cette crise-là, d'une crise interne là, qui était générée. Puis à ce moment-là, il y avait 2 associations. Là.
Il y avait l'Association pour le lait de consommation et le lait de Oui, transformation. oui. C'est lequel quota qui a été coupé? C'est que... Est-ce qu'il y avait 2 quotas différents? Oui, tu avais le quota de la nature qu'on appelait, qui est le quota de lait de consommation, puis tu avais le quota de lait de transformation. Et il n'y a pas eu un quota qui a été coupé par rapport à un autre. Ça a été un amalgame des 2 quotas qui ont été mis ensemble suite à un comité de transition, puis un comité, entre autres, qui a été présidé par quelqu'un de chez nous, du centre du Québec. C'est nul autre que Jean-Luc Leclerc, qui s'est assuré, en fait, qui a été mandaté pour s'assurer d'une transition entre ce qu'on connaissait des 2 systèmes de contingent vers un système unique de quotas comme on le connaît aujourd'hui. Jean-Luc Leclerc, dans le fond, qui est l'ancien président du lait Centre du Québec et aussi l'ancien président régional du Centre du Québec. Tout à fait. Centre du Québec. Il était longtemps, lui aussi, dans l'UPA. Oui, Jean-Luc. Il est encore actif. Il était d'ailleurs délégué encore cette année à l'AGA, à la Fédération régionale. Alors, oui? Oui, Jean-Luc était partie prenante. Alors, fait que c'est ça, c'est ce cheminement-là. Donc, une entreprise qui est partie d'équivalent de 14 kilos au jour en 73. Bien, aujourd'hui, on est une entreprise qui roule avec 113 kilos au jour, d'une superficie de 135 arpents. Donc à peu près 115 acres, 115, 120 acres. Aujourd'hui, on cultive tout près de 1000 acres. Une érablière qui s'est développée au fil du temps, qui a débuté par un projet de retraite de mes parents, autour de 1800 entailles. Aujourd'hui, un de mes garçons est en plein développement pour monter cette entreprise-là, parce que c'est devenu une entreprise. Le volet acéricole chez nous est en train de monter. Une entreprise à part? À part, okay. Oui. En fait, Pierre-Luc opère le volet acéricole. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a loué pour une période de 15 ans tous les espaces forestiers pour des fins acéricoles. Alors, ça lui permet d'être reconnu comme producteur agricole, producteur acéricole, et de pouvoir bénéficier des avantages d'être producteur agricole, dont celui de travailler 7 jours par semaine, 22 heures par jour. Il travaille juste 22 heures. Oui, mais... effectivement. Des fois, je lui fais un reproche il pourrait être un petit peu plus assidu. Voilà. Puis comment tu l'as appelé, cette entreprise-là? Ça, c'est la Belle Érablière. En fait, c'est Pierre-Luc et sa conjointe qui lui ont donné le nom. Alors, ils ont fait un jeu de mots. On fait un jeu de mots avec le nom de famille. Alors, la Belle Érablière, c'est chez nous que ça se passe, ce volet-là. Alors, voilà, c'est un peu ce qui est devenu Ferme l'Espérance au fil du temps. Puis je pense que la location de 15 ans, si je ne m'abuse, ça prenait ça comme minimum, je pense, pour avoir le contingent quand tu es sur une terre louée. Hein. Exact. Alors, le contingent du sirop d'érable, là? Oui, c'était pour se plier à cette exigence-là. C'est un contingent qu'on détenait déjà. Ferme l'Espérance détenait déjà au début un contingent acéricole, mais pour pouvoir le transférer à Pierre-Luc, il y avait certaines conditions qui s'appliquent au niveau des producteurs acéricoles et qui, à mon avis, sont des bonnes conditions. Parce que on ne veut pas que ce soit des gens qui embarquent, je vais dire entre guillemets, là, sur un fun trip, là. Puis 2 ans après, dire, regarde, non, finalement, j'aime pas ça. Non, on veut quand même du sérieux là-dedans. Non, c'est ça. Ça prend un minimum. Il faut que tu l'exploites pendant 5 ans avant de pouvoir louer ta terre ou avant de la vendre. Voilà. Alors, tous ces projets-là qui naissent, comme celui-là, naissent à partir de paramètres comme ça. Puis aujourd'hui, moi, je ne peux faire autrement que d'être fier de voir le volet acéricole se développer comme il se développe actuellement. Là, on devrait être autour de 12 500 entailles le printemps prochain, donc le printemps 2025. Et l'objectif est de monter à 16 000 pour 2026. Alors, 100 de vos terres à bois vont être entaillées, quasiment? Oui, quasiment 100 Puis même, il y a eu des acquisitions qui ont été refaites parallèlement par Pierre-Luc au niveau de certains lots forestiers à potentiel agricole proche de l'entreprise. OK. Puis, je connais un peu le relief. Mais tu sais, c'est pas plate comme ici de chez vous. Il y a un petit peu plus de pente, un petit peu plus d'érable à sucre. Nous, chez nous, on n'est pas dans un secteur d'érable à sucre. Okay, on est dans de la plaine. On est dans de l'érable rouge, là, ce qu'on appelle en langage universitaire. Et quand on parle en producteur agricole, on est dans de la plaine. Donc, je te dirais, là, grosso modo, 85 là, c'est de la plaine. Okay. Tu vas avoir un peu d'érable à sucre sur quelques petits coteaux qu'on va avoir, mais comme tu dis, un coteau, là, c'est un dénivelé d'à peu près 50 pieds que tu vas avoir. Ça, pour nous autres, c'est une montagne. Là. Non, c'est ça. Voilà. Comme nous autres, parce que où est-ce qu'elle est située, la cabane, on a un chemin, parce qu'il y a plusieurs lots. C'est comme un chemin qui coupe tous les lots. Puis là, le chemin, ça va tout croche. Ouais. Puis à un moment donné, sur Google Maps, on regarde ça, puis la photo était prise comme au printemps. Puis là, c'est là que je regardais ça. J'étais avec mon père. J'ai dit,
Ça se peut-tu que les feuilles d'un érable à sucre sortent en premier? Ah, ça se peut. Pourquoi? On n'avait jamais vraiment porté attention à ça. Bien là, tout ce qui est en bas du chemin, c'est tout l'érable à sucre. Puis aussitôt que ça traverse, ben, si ça remontait un peu, ben, le chemin changeait de place. Fait qu'ils ont, ils ont fait leur chemin exactement. Le chemin, ça va du croche, mais tout ce qui est sur un bord, c'est de l'érable à sucre, puis l'autre bord, c'est de la plaine. Parce que dans ce temps-là, tu faisais à peu près juste de l'érable à sucre. Ouais. Tu mettais une érablière, tu mettais la cabane sur le point haut pour que l'eau s'égoutte, mais tout a ramassé à la chaudière, fait que c'était pas bien grave. Oui. Mais tu sais, c'est ça, maintenant, tu te promènes un peu là-dedans, tu vois ça. Chris, OK, ils ont fait leur chemin. Ils n'ont pas fait leur chemin là pour rien, là, tu sais. Il y avait une raison à ça. Il y avait une raison, là. Effectivement. Ah non, c'était... Fait que Tu sais, puis tous les lots qui ont resté boisés pour la plupart, pas pour rien, là. Soit qu'il y avait une pente à l'envers, soit qu'il y avait trop de roches. Tu sais, il y avait une raison souvent, là. Oui. Regarde, les ancêtres qui nous ont précédés avaient peut-être pas les moyens mécaniques qu'on a aujourd'hui. Et ça. Ils prenaient les moyens qu'ils avaient, puis ils réfléchissaient. Ils réfléchissaient probablement plus que nous autres. Il n'y avait pas de téléphone pour se distraire, fait qu'il y avait le temps. Ça l'explique, oui, effectivement. Puis ça l'explique souvent le fait que, bon, regarde, des fois, on va vouloir aller picosser en quelque part pour soit vouloir agrandir, écarrer un morceau de terre ou faire un ajustement. Et on réalise bien vite qu'on tombe dans un pit de roche. Et là, on comprend pourquoi que l'ancêtre n'a pas été plus loin que ça. Là. Fait que ça nous permet de faire ces lectures-là aussi. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis là, ben c'est ça. Aujourd'hui, là, tu as ton autre fils. Oui. Qui s'occupe du volet laitier, puis j'imagine grande culture par le fait même. Là. Tout à fait. Maxime et moi, on est... en fait, Maxime, on est à l'intégrer justement dans les procédures actuellement pour l'intégrer dans la compagnie Ferme l'Espérance incorporée. Je suis actuellement actionnaire unique. Okay. Mais parce que mes parents étaient avec moi, se sont retirés il y a quelques années parce qu'eux aussi prennent un peu d'âge. Et là, on a fait un bout où j'étais actionnaire unique. Et là, je suis dans une démarche pour intégrer Maxime avec moi. Normalement, le 1er avril 2025, Maxime va être un actionnaire à part entière de Ferme l'Espérance avec moi. Comme je le disais, on exploite un troupeau de 85 vaches en production, un cheptel de 140 têtes grosso modo avec l'élevage, un contingent de 113 kilos au jour et une superficie en culture de tout près de 1000 acres où ce qu'on fait à la fois les cultures qui sont nécessaires pour alimenter le troupeau. Et tout le surplus d'ancrage sert à la fois en maïs-grain, en soya et en commercialisation de foin. Fait que tu as l'autonomie alimentaire au niveau de ton étable. Oui. Bon, et en fait, tout ce qu'on achète de l'extérieur, là, c'est supplément minéral. Le restant, ce que tu produis pas. C'est ça. Ce qu'on ne produit pas, le restant, oui, on est tous auto-consommés à la ferme sur place. Il n'y a personne qui a un pit de sable. Là. Un pit de sel, je veux dire. Là, non, effectivement, non, on n'a pas ça. Fait que c'est... Parce que toi, Daniel, t'as quel âge présentement? C'est moins discret qu'une femme, on remarque. Tu vas la faire être gêné, j'ai plus de cheveux blancs que toi. Oui, OK. C'est parce qu'avec ta casquette, je les vois pas. J'en ai plus non plus! C'est bon. J'ai 57 ans. OK, c'est beau. Ah ben, on a 10 ans. Moi, j'ai 46, mais avoir 47 dans pas long. Là. OK. On a 10 ans de différence. J'aimerais avoir ton âge. Ah oui? Oui. J'aimerais des fois reculer de 10 ans, garder la même expérience, par exemple. Oui, c'est ça. Ça m'éviterait peut-être de recommettre les mêmes erreurs. Et tabarnak, qui le dis-tu? Qui le dis-tu? Mais, OK. Puis après ça, bon, là, t'as ta femme et tout. Ça a commencé comment, ton implication au niveau de l'UPA? Ça a commencé, je dirais, par un coup de fil d'un chum qui m'a été fait, puis là, quand je recule, là, au milieu des années 80. Un chum d'une municipalité voisine, de Leclercville, qui m'interpellait pour relancer un groupe relève de l'époque. Ça a commencé tout de même dans la relève. Ça a commencé comme ça. Moi, mon parcours de vie, il s'est fait comme ça. Donc, puis là, ben, à cette époque-là, puis je dis l'époque, là, puis écoute, on recule quand même de 40 ans. Non? Une rencontre, une réunion de relève, probablement que c'est encore pareil aujourd'hui. Ça se faisait avec une caisse de bière. Mais ce qui était différent de ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la relève, c'est qu'on était accompagné en permanence par quelqu'un du MAPAC. Oui, moi, je l'avais connu. T'as connu ça, j'ai commencé peut-être en 98, te dirais, là, dans la relève agricole. OK. Jusqu'en 2002, je crois. Puis 2002-2003. Puis c'est ça, il y avait quelqu'un du MAPAC qui était là. Nous autres, on était... il y avait Denis Ruel du MAPAC ou Carole Lemieux
À chaque réunion, il y en avait un des deux qui était là. Oui. Puis au niveau régional aussi, il y avait un Marc quelque chose là, qui était, lui, t'as basé à Victo, il s'occupait au niveau régional. OK. Je pense qu'il faisait même le bureau local des Bois-Francs à cette époque-là. Mais là, ça commence à être loin pas mal. Là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, y a encore quelqu'un du MAPAC qui suit ça? Ben, regarde, moi, à ma connaissance... Parce qu'on n'avait pas... Quand on faisait nos réunions locales, mettons, moi, c'est l'Association de la relève agricole de Nicolette, l'ARAN, on n'avait personne de l'UPA. On avait quelqu'un du MAPAC. Mais au régional, par exemple, Nancy était là. Pour le SRAC dans le temps, là, le syndicat de relève agricole, du centre du Québec. Ça, Nancy était là. Mais on avait aussi quelqu'un du MAPAC. On avait les deux. Ouais. Je ne suis pas en mesure de dire si aujourd'hui, il y a un suivi qui est encore fait par le MAPAC. Mais ce que je peux dire, c'est que le suivi qu'on avait à l'époque était beaucoup plus assidu. C'était carrément les personnes du MAPAC, le compagnon ou l'accompagnant du MAPAC qui guidait l'équipe de jeunes. C'était vraiment... Là, c'est pas un guide. C'est pas un guide. Tu commences, tu es tout à apprendre. Là, on était toute une gang de boys là, de 14, 15, 16 ans. Là. Moi, à l'époque, j'avais 16 ans là, quand j'ai embarqué là-dedans. Là. Puis, tu n'as pas d'expérience de conseil d'administration, tu n'as pas de vécu, tu n'as rien. Tu apprends un peu comment se prennent des décisions en groupe, donc gouvernance de conseil d'administration. Tu apprends un peu comment les programmes, pas comment est-ce qu'ils fonctionnent, mais comment est-ce que tu peux les appliquer pour les quelques programmes qu'ils pouvaient avoir à ce moment-là. Alors, c'était vraiment de la découverte, je dirais, là, de gestion de groupe. Là. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai tombé là-dedans. Puis, au fil du temps, mes parents ont vu rapidement que j'aimais ça. OK. J'aimais ça. Alors, contrairement à ce qu'on voyait dans bien d'autres entreprises agricoles où ce que le jeune qui arrivait de l'école, sortait des études, tombait en responsabilité du troupeau, tombait en responsabilité des travaux comme tels, puis le patriarche, lui, poursuivant dans les réunions, bien, chez nous, on a fait l'inverse. C'est mon père qui a assumé la régie du troupeau et la régie des champs. Moi, j'étais le petit gars qui venait faire du tracteur puis faire de l'ouvrage puis qui était en réunion au travers de ça. OK. Fait que c'est de même que mon déploiement s'est fait. J'ai été 7 ans au niveau de la relève de Lobinière-Nord. Comme administrateur. Par la suite, au niveau du syndicat local, bien justement, à partir du moment où je me suis impliqué au niveau de l'entreprise, que je suis devenu un producteur agricole, bien, je tombais éligible à pouvoir devenir un administrateur de syndicat local. Alors, j'ai pris un poste d'administrateur au syndicat de Deschaillons. Et dans la même année, j'ai fait comme 3 tremplins en dedans de 12 mois. Là. Je suis rentré administrateur. J'ai passé vice-président et à l'AGA, je me suis ramassé président. Président local? Local, OK. Du syndicat de Deschaillons. Alors, et là, le petit gars de 23 ans avait à présider des bonhommes de 40, 50, 55, 58 ans. Là. Fait que le petit gars, il a... le syndicat... De Deschaillons. OK, là. C'est beau, de Deschaillons. De Deschaillons. Là, on est avant la réorganisation. On est plus la relève, là. OK, c'est beau. Non, là, je suis sorti de la relève, je suis rendu, je fais mes premiers pas dans l'Union des producteurs agricoles de façon formelle au niveau des structures territoriales. Là. Ouais. Mais là, mettons, je fais une comparaison. Pierre Godette, lui, c'était à 22 ans, je pense qu'il était président de l'UPA provincial. Ça se peut-tu 22 ans? J'avancerai pas sur son âge. C'est jeune, effectivement. Il me semble qu'il était très, très jeune quand il s'était présenté là. Mais je ne m'avancerai pas sur son âge. Mais effectivement, là, moi, je sais que du côté de Québec, à ce moment-là, parce qu'avant la réorganisation des territoires, c'est les diocèses qui découpent les fédérations régionales. Alors, c'est ce qui explique que Lobinière-Mégantic, le syndicat de Deschaillons, je vais reprendre l'histoire. Oui. Si on prend aujourd'hui la MRC de Bécancour, la MRC de Bécancour, à cette époque-là, elle est séparée en 2. Puis elle l'est encore aujourd'hui séparée en 2 par les diocèses. Tu as le diocèse de Québec et tu as le diocèse de Nicolet. OK. Les dynamiques de diocèse, parce que l'UCC, l'UPA, ça s'est appelé l'UCC avant. Oui, c'est ça, l'Union des catholiques. Parce que à cette époque-là aussi, tous les syndicats étaient partis par les curés. Tout à fait. Tous les syndicats. Oui. Un syndicat dans une shop, c'était les curés qui partaient ça. Oui. Oui, puis il fallait que tu aies les acquiescements pour pouvoir lancer l'aventure. Ouais. Si tu n'avais pas l'acquiescement, tu ne pouvais pas le décoller. C'est ça. Mais ça prenait... Le curé était bien présent aussi. Là. Oui. Fait que était très important. Là. Effectivement. Fait que c'était découpé par les diocèses. Oui. Les territoires de fédération régionale étaient diocésains. C'est ce qui explique que mon entreprise est toujours dans le diocèse de Québec. OK. Mais au moment où le gouvernement a commencé à appliquer les territoires régionaux, son découpage régional, et surtout lorsqu'il a séparé la région 04,
qui était Mauricie-Boisfranc. Boisfranc, et qui a séparé cette région-là pour en faire une qui s'appelle Centre du Québec, qui ouais. est devenue la région 17. Bien, à ce moment-là, nous, déjà au syndicat de Deschaillons, on commençait à réfléchir à l'idée de se joindre au syndicat du territoire de Bécancour à l'époque. OK. Et ça, c'est avant l'UPA du futur, là. l'UPA du futur. Déjà, nous, le territoire chez nous était mindé à cette idée-là de dire, regarde, le MAPAC, le ministère de l'Environnement, c'est déjà à connotation gouvernementale. Pourquoi qu'on ne se collerait pas à ça? Et c'est ce qui a expliqué que lorsqu'on a lancé l'aventure au niveau de l'UPA, comme telle, en 2010, par la résolution d'aller de l'avant avec la réorganisation territoriale qui s'appliquait au 1er janvier 2013, bien, le syndicat de Deschaillons en est un qui a pris beaucoup de monde par surprise parce que nous, en avril 2012, on était fusionnés avec le syndicat de Bécancour. On avait devancé le processus pour justement, on était prêts, on a dit, regarde, nous autres, on n'attendra pas un an de plus, on se bascule et on devient full efficace avec le nouveau territoire de Bécancour. Alors, c'est ça qui explique la... C'est ça, parce qu'à ce moment-là, ça a commencé. Si on revient au départ, tu avais probablement un syndicat local par paroisse. Après ça, on a commencé à fusionner quelques paroisses. Oui. Puis après ça, là, présentement, c'est un syndicat local par MRC. Exact. Fait que dans le fond, au Centre du Québec, on a 7 syndicats locaux. On a 6 syndicats locaux aujourd'hui. Mais tu as raison, l'UPA du futur amenait cette dynamique-là de dire une MRC, un syndicat local. Parce que veut pas, tu sais, on a de moins en moins de producteurs, fait que maintenant, un syndicat local n'est plus rendu assez gros. Fait que là, il fallait comme. Avec les MRC, que ça a plus d'allure de même. Puis couper ça en région aussi. Parce que moi, là, quand j'étais allé, la première fois que j'étais allé dans un congrès de la Fédération de la relève, là, de un, je ne savais pas c'était quoi une résolution. J'ai appris ça là. Oui. On apprend, là. Ben oui. Puis à un moment donné, je parle avec du monde, puis il y avait du monde assez en avant de moi. Vous êtes de quelle région? Côte-du-Sud. Moi, j'ai pas appris ça, créer l'école, la Côte-du-Sud. J'ai pas. C'est où ça? C'est la plus belle région du Québec. Mais encore là, c'est où? Je sais pas, c'était où? C'est facile, Christian, c'est entre Gaspé et Bas-Saint-Laurent. Ben ouais, mais je sais pas. Moi, je savais pas. Tu sais, la Pocatière, OK, c'est correct, là. Mais je savais pas, moi, c'était où, la Côte-du-Sud? J'avais jamais entendu parler de ça, Côte-du-Sud, là. Effectivement. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'UPA, parce que, tu sais, ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, si on prend l'UPA, Chaudière-Appalaches, c'est la fusion de 3, là. Tu avais l'Aubigny-Mécantic, tu avais la Beauce, puis tu avais Lévis-Bellechasse. Oui. Puis tu avais même probablement une partie de la Côte-du-Sud. Je pense que Montmagny, ça se peut-tu que c'était dans la Côte-du-Sud? Oui. Fait que Montmagny, ça, c'est dans Chaudière-Appalaches. Oui. Fait qu'il y avait quand même 4 parties. Fait que là, Côte-du-Sud est rendu dans le Bas-Saint-Laurent. Tu avais déjà celle du Bas-Saint-Laurent. Fait que c'est juste par région. Parce que nous autres, quand on a eu l'UPA du futur, on a perdu quelques paroisses. Yamaska, ça faisait partie de nous autres. Oui. Parce que là, tu coupais ça carré avec... parce que, veux pas, Saint-Guillaume, mais si tu coupes au bout de la paroisse, tu coupes ça carré, mais c'était de notre bord. Exact. Fait que là, une coupe de paroisse comme Saint-David, Yamaska, mais là, ça tombait dans... Puis Saint-Gérard, Magella, qui tombe dans Montérégie. Exactement. On perdait ces producteurs-là, mais on en regagnait sur l'autre bord. Oui. C'est parce qu'on pognait... Tu sais, là-bas, il y a du rendement. On perdait de la rente à l'arnaque. Non, c'est pas vrai. Non, mais vous avez été regagnant sur autre chose. Vous avez ramassé un méchant bagage politique en ramassant la gang de l'Aubigny-Mégantic. Faut que je pêche un peu de ma paroisse. Parce que toi, tu as été aussi président de l'Aubigny-Mégantic. J'ai été vice-président. Tu as été vice-président. J'ai été vice-président au niveau de ton président, c'était qui? C'est-tu C'est-tu Maurice Vigneault? J'ai œuvré sous deux présidents. J'ai œuvré sous l'ère de Léonard Chabot. Okay. Ça a été mon premier passage à l'exécutif de 95 à 2000. Et par la suite, je suis revenu en 2005. Et à ce moment-là, c'était avec Normand Côté et Maurice Vigneault qui ont fait un bout de chemin. J'ai été 5 ans là, vice-président, mais vice-président des deux. Puis quand Maurice a quitté la présidence de l'Aubigny-Mégantic, on était 2 prétendants au poste. Par le conseil d'administration, Normand Côté et moi. Et moi, j'avais eu une discussion avec Normand et j'avais dit à Normand, c'est toi qui dois prendre le poste. Parce que toi, tu visais Bécancour. En fait, la fusion, en fait, à ce moment-là, non. Non, on n'était pas dans cette dynamique-là, mais on était plus dans une dynamique de prestance de personnage. Normand est un bonhomme très solide, très connaissant, très, très astucieux. Et moi, j'avais reconnu en ce gars-là toutes les compétences qu'il
que je considérais être supérieur à ce que moi, je pouvais amener. OK. Alors, ce que j'avais proposé à Normand, j'ai dit, je suis prêt à être ton proposeur pour que tu prennes la présidence de l'Union mégantic. Et moi, si tu veux de moi comme second, je suis prêt à devenir ton premier vice-président et c'est ce qu'on a fait. J'ai travaillé avec Normand pendant, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 3 ans que j'ai fait avec Normand. OK, OK. Alors, et par la suite est arrivée justement l'application du nouveau découpage et ça a fait en sorte que je me suis revenu chez nous. Moi, dans mon livre, à moi, à ce moment-là, j'avais 25 ans de réaliser au niveau de l'UPA. C'est pas rien. Donc, je revenais dans mes terres, très, très serein dans ce processus-là. Là. Puis, j'ai accompagné la gang qui était là, ma gang de déchaillons de l'époque. Je les accompagnais un peu on the side pour avoir un arrimage qui se fasse bien, une transition qui se fasse bien avec le nouveau syndicat de Bécancour, qui couvre aujourd'hui toute la MRC de Bécancour. Oui. Et un peu à ma surprise, 7-8 mois plus tard, j'ai reçu la visite de Jean-Luc Leclerc qui venait réquisitionner mes services comme vice-président régional au centre du Québec, dans la nouvelle région où je me retrouvais, et mandat que j'ai accepté. Alors, c'est ce qui explique que j'ai fait de 2013 finalement jusqu'à la fin 2024, presque à la fin 2024, une prestance au niveau de dirigeant pour le centre du Québec. Parce que là, tu changeais de région, veux pas. Fait que, tu connaissais l'Opinion mégantic. Là, tu te retrouves carrément, c'est ta région, mais tu la connais pas. Non. Tu la connais pas. Tu connaissais... Ce bout-là, c'est quoi, 5 du centre du Québec, peut-être? Regarde, ça m'a impliqué de faire beaucoup de déplacements. Et en plus, il ne faut pas oublier que tu es à l'autre bout de la région. Là. Oui. Tu traverses la paroisse, tu es rendu à l'autre région. Exact. Là. Je suis adossé, moi, là, pour aller à ma résidence, actuellement, là, entre l'entreprise et ma résidence, là, je sillonne une petite route qui s'appelle la route Saint-Onge. Et cette route-là, elle est limitrophe entre Chaudière-Appalaches et centre du Québec. Alors, ça te donne une idée, je suis vraiment à côté. Là. Moi, là, si je manque la curve, je me ramasse dans la région voisine. Fait que, oui, ça m'a amené à faire beaucoup de déplacements la première année. Moi, j'ai été élu le 28 février 2013 comme vice-président du Centre du Québec. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis en marche pour visiter le territoire. Alors, à chaque fois que j'avais une demi-journée de lousse en quelque part, je me promenais en véhicule, j'allais voir la topographie du terrain parce que tu l'as bien dit, Christian, je ne connaissais pas le territoire. Et je ne connaissais à peu près personne au niveau des élus du Centre du Québec. Les seules personnes que j'avais côtoyées par le chevauchement des 2 régions dans la région administrative du Centre du Québec, c'était le président régional, le directeur du MAPAC et le directeur du ministère de l'Environnement. Alors, je connaissais très bien Denis Bilodeau et Jacques Corriveau. Je connaissais très bien Luc Couture et je connaissais très bien l'individu qui est aujourd'hui sénateur, M. Boisvenu. Qui est sénateur. Pierre-Hugues Boisvenu. Okay. Il était au Centre du Québec? Il était au Centre du Québec. Il était directeur du ministère de l'Environnement et j'ai géré des dossiers avec ce bonhomme-là sur son coin de bureau. Là, d'une façon professionnelle et tout à fait. Je garde encore d'excellents souvenirs de ça. Alors, je pense qu'il est retraité aujourd'hui. Là. Il doit y avoir plus que 75 ans, je crois. Oui, Mais il était quand même assez apprécié. Là, on ne l'a pas connu comme directeur de l'environnement. On l'a surtout connu parce qu'il était comme président de l'association des parents qui ont perdu des enfants. Oui, qui ont perdu, effectivement. Lui a perdu sa fille dans un accident tragique. Non. Oui, mais la première était décédée assassinée. Assassinée. Ouais, oui, c'est vrai. C'était ça. C'est vrai, tu as raison. C'est ça, il a perdu l'autre dans un accident quelques années après. Là, c'est tragique pareil là, que le gars a perdu ses 2 enfants. Oui. En tout cas. Mais c'est ça, fait que c'est ça que j'avais comme repère, Christian, quand je suis traversé au Centre du Québec. Alors, ça m'a amené à développer des relations, à développer justement des contacts. Et, regarde, il faut croire que ça s'est relativement bien fait parce que 3 ans plus tard, Jean-Luc annonçait qu'il quittait la présidence. Et j'ai eu une très belle transition avec Jean-Luc. D'ailleurs, Jean-Luc est un homme qu'on connaît très bien par ses façons, des fois, un peu extravagante de faire les choses, mais à son style à lui. Okay. Alors, Jean-Luc, mine de rien, lui, en milieu d'après-midi, a quitté la table qui était à l'avant, la table de présidence, a quitté probablement pour aller à la salle de bain et n'est jamais revenu. Oh. Alors, là, j'ai président, moi, bye-bye. C'est comme ça qu'on fait une transition au Centre du Québec, M. Abel.
Fait que voilà, fait que c'est comme ça qu'il Ben lui, il avait pris la présidence après le décès de Jacques Corriveau. Là. Lui, en fait, il a pris la présidence, non pas après le décès de Jacques. Non. De la façon dont ça s'est produit, Denis Attends un Bilodeau... petit peu, Jacques, il était plus président quand il est décédé, je pense. Non, il n'était plus président. Oui, c'est vrai. Il était plus président. C'est vrai. Mais la transition entre ce qui explique l'arrivée de Jean-Luc comme président régional, ça s'est fait de la façon suivante. Denis Bilodeau a gagné du côté de dirigeant Longueuil comme deuxième vice-président, ce qui laissait le poste vacant au niveau de la Fédération régionale. À ce moment-là, M. Corriveau était vice-président, donc a assumé la présidence pour finir le mandat. Oui. Et des fois, on tombe dans un mauvais contexte où l'appréciation des personnes qu'on est peut être remis en question. Alors, ça a été le cas. Jacques a été remis en question pour présider la fédération et c'est là les gens ont été chercher Jean-Luc pour le ramener à la barre de la fédération, qui devait être une transition. Jean-Luc devait être là juste le temps de trouver, entre guillemets, une relève. Mais c'est une transition, au dire de Jean-Luc, qui a duré un peu plus longue que ce qu'il avait imaginé. Il s'imaginait être là pour 2-3 ans et finalement, il a fait 7 ans. Alors, c'est comme ça que le mouvement s'est fait au niveau politique de la région. Parce que je me souviens un peu de Jean-Luc quand j'étais à la relève, puis aussi, je siégeais un peu à relève au Conseil général, si on veut, là, du Centre du Québec. Oui, puis aussi au grain. J'ai été président des producteurs de grains Centre du Québec. Fait que, tu sais, je l'ai connu là, Jean-Luc, dans ce temps-là, il était-tu au lait? Je m'en souviens plus trop. Je me souviens que c'était Jacques Corriveau, à un moment donné, qui était président. Puis, il parlait un peu, faisait comme un topo là, du Conseil général de Longueuil. Puis, je ne veux pas parler en mal de lui, là. Mais tu sais, c'était dole quand il parlait. Fait qu'à un moment donné, j'étais sorti. Puis, justement, j'avais vu Nancy, puis elle dit, qu'est-ce que t'es parti de la réunion? Bon, c'est Jacques qui fait son speech, là, fait que j'ai décidé de sortir, Chris, d'une manière, avant de m'endormir, ils vont aller me promener dans la bâtisse. Ils sont tous partis à rire, tu sais. Ils sont tous partis à rire. Mais tu sais, il lisait son texte, puis tu sais, c'était long, là, écoute, c'était pas, c'était pas de couleur sans saveur, là, dans son texte, là, mais en tout cas, il était de même, que si tu veux. Moi, Jacques, le bout où je l'ai côtoyé, c'est lorsqu'on avait des rencontres avec le MAPAC. Donc, moi, j'ai pas travaillé sous l'aile de Jacques, j'étais un acolyte, j'étais un peu son équivalent, mais qui provenait de l'Aubinière-Mégantic. Hein, parce que, tu sais, avant le repositionnement des fédérations régionales, il y avait quand même un peu plus de 600 entreprises qui faisaient partie du territoire centre du Québec. Là. On parlait tantôt là, du petit corridor de Bécancour, des Chaillons-Parisville, Forcéville, Sainte-Françoise, mais tu avais toute la MRC de l'érable, sauf Princeville. Oui, parce que tout ce qui était à l'est de Princeville faisait partie du diocèse de Québec. Là. Voilà. Fait que, toute cette réorganisation-là faisait en sorte que on avait quand même une représentation qui méritait d'être faite auprès du MAPAC, auprès du ministère de l'Environnement. Et moi, étant sur le territoire, Normand puis Maurice me transféraient cette responsabilité-là de m'assurer des dossiers qui concernent le MAPAC et le ministère de l'Environnement pour les entreprises qui étaient sur le territoire du centre du Québec, mais dans le diocèse de de Québec, en fait. Dans le diocèse de Québec. Je ne savais pas si c'était découpé par le diocèse. Oui. Je vais t'avoir appris ça. Oui. On peut arrêter ça. On peut arrêter ça là, on va coucher mon niaiseux. Non. Mais là, tu sais, quand tu as commencé à te promener dans la région, tu sais, veux pas, tu pars de Parisville, tu vas à l'opposé, là. Wickham, là, c'est complètement à l'opposé sur l'autre bord de la région. Comment ça fait une trotte, là? Ça fait une trotte. Ça fait une méchante trotte, là. Moi, je peux te dire que d'une extrémité à l'autre, en diagonale, au niveau du territoire, c'est 213 km. OK. Je vais te donner ça. Ça te donne une idée, là. Alors, oui, c'est une trotte. C'est un territoire, même si le territoire du centre du Québec est le plus petit territoire. Au niveau des fédérations régionales, on couvre à peine 7000 km². OK. C'est vrai que c'est pas grand. On était avec la Mauricie. Voilà. Avant. On est une des plus petites régions, mais ce qui est à la fois surprenant, mais je vais dire même où ce qu'on doit se ravir, c'est qu'au kilomètre carré, on est la région qui génère le plus de PIB agroalimentaire au Québec. Il y a 15% du PIB agroalimentaire qui provient du centre du Québec. Ça bat Montérégie, ça bat Capitale-Nationale, ça bat toutes les autres régions. OK. Parce que si tu le ramènes, tu peux y donner la dimension que tu veux, mais si tu le ramènes au kilomètre carré par rapport à ton PIB agroalimentaire ou agricole, on est la région qui est la plus densifiée ou la plus efficace ou plus productive au niveau agroalimentaire
au OK. Québec. Parce que, pas à dire, tu sais, je veux dire, Centre du Québec qui se produit principalement du lait, Oui, du grain. Production de poulet, week-end, mais à part de ça, tu sais, il n'y en a très peu. pas tant que ça. Très peu. Canneberge. Oui, Canneberge, c'est vrai. Canneberge. Canneberge, c'est quasiment tout au centre du Québec. De 91 de la production de la Saint-Louis-Blanford, c'est au canneberge. centre du Québec. Regarde, en 2011, selon le rapport du MAPAC, là, il y avait 91 de la production de canneberge qui se faisait au centre du Québec. OK, Alors, ça te donne une idée de Oh, l'ampleur de la production. c'est vrai, je Puis pensais pas ça. mais oui. aujourd'hui, là, regarde, si tu te promènes un peu, Christian, tu vois qu'il y a encore du développement dans cette... Il y a eu du développement encore dans cette production-là. Puis il y en a encore. Et il Oui. y en a encore. Alors, ça fait juste s'additionner. Puis, au Puis niveau... tu regardes les plus grosses fermes laitières, Ferme Aston, Ferme Landry-Noise, Lancy. Tu sais, des grosses fermes laitières, c'est tout au centre du Québec qui sont là. Effectivement. On en Puis a... si tu vas, mettons, la route de Warwick, là, entre Saint-Albert et le village de Warwick, là, que du lait, des silos partout. Oui. Ah oui. C'est... La région centre du Québec est une belle région agricole. Moi, je vais te dire, je ne pensais pas tomber en amour avec cette région-là quand j'ai fait les premiers pas là, y a rien comme qui arrive dirigeant pour rien, régional. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben, regarde, prends ta blonde, Nancy. Elle vient de la côte, pas de la Côte-Nord, là, mais de la capitale nationale. Elle est rendue au centre du Québec. Là. Voilà. Il y a quelque Puis chose elle a de... passé d'un extrême à l'autre dans la région. aussi. Oui, effectivement. Saint-François-du-Lac, là, du qui était avant, traverse. Elle en faisait pas long à pied de tomber dans Montérégie. Tout Elle en à fait. fait pas long à pied à cette heure, puis elle se retrouve dans Tout à Chaudière-Appalaches. fait. Oui. Ah oui, effectivement. Comme on dit, qui prend mairie, prend pays. C'est un peu ce que Nancy a fait. Mais effectivement, c'est la région centre du Québec est une belle région. Puis c'est une région qui m'a toujours... Puis on a quand même pas mal de sirop d'érable aussi. Mettons comparativement à la Montérégie, Oui, par exemple. Oui, puis on est une des régions qui a, avec l'obtention des nouveaux contingents, là, des nouvelles entailles qui ont été données en deux grosses rafales, là, on est une des régions qui a démontré un engouement, là, le plus grand engouement au niveau des régions pour la séricole. Donc, c'est majeur. On a énormément de potentiel côté acéricole. Ben, partout au Québec, là, mais on a un méchant... tu sais, comme moi, là, j'ai acheté ma terre à bois à moi, parce que principalement, toutes les érablières c'est mon père qui les a. Mais moi, tu sais, je me suis acheté une terre à bois. Puis j'ai passé chez le notaire au mois d'août. Pour le mois de décembre, j'avais du contingent. De ne pas en avoir bien dans ma situation. Il y en a qui ça faisait au-dessus de 10 ans crime qui attendaient pour en avoir. Tu sais, je trouvais ça quasiment plate pour ceux qui attendaient. Ça faisait aussi longtemps qu'ils attendaient pour en avoir. Mais finalement, tu sais, j'étais comme juste à la bonne place au bon moment. C'est ça. Tu sais, quand on avait signé le papier, bon, comme de quoi que je l'achetais au prix qu'il faisait, puis tout, on est allé voir un ingénieur forestier. On avait déjà pris de rendez-vous avec. Aussitôt que je passais chez le notaire, ils s'en venaient. Ils ont fait ça, tu sais, quasiment en vitesse, parce que c'était au mois d'août, ils sont arrivés au mois de septembre, puis j'ai envoyé le papier à temps, puis j'ai eu du contingent. Non. Fait que c'est un beau potentiel agricole dans notre région, des gens qui sont fiers. Moi, j'ai eu le Puis quand privilège... tu parlais de ton PIB, c'est-tu rien que les revenus agricoles bruts ou ça comprend aussi l'agroalimentaire? Tu peux avoir les deux volets. OK. Quand on parle... Parce que si on prend l'agroalimentaire, Saint-Hyacinthe, il se produit de tout là-bas. Oui. Les abattoirs. Ouais. Tu sais, beaucoup d'abattoirs de poulet, de porc. C'est une région où il se produit de tout. Il y a de tout. Tu sais, puis du grain. Puis, pour te donner une référence, là, Christian, là, toujours basé sur le portrait du MAPAC là, qui datait de 2011. Puis ça, c'est des données là, que je véhiculais dans les années 2017-2018 là, quand j'ai fait la tournée du monde municipal. OK. Et à ce moment-là, là, les chiffres donnaient 1,3 million de revenus agricoles à la porte des entreprises agricoles. Là, on parle de produits bruts. Et on parlait de 3,5 à 3,7 milliards de produits transformés. Mais là, tu le dis bien, il faut prendre aussi en contrepartie qu'il y a de l'importation de produits de d'autres régions qui sont amenés dans d'autres régions pour des transformations. Tu parles de Saint-Hyacinthe, bien, les poulets qui partent de Drummond, qui s'en vont à l'abattoir de Saint-Hyacinthe, bien, ils vont être comptabilisés dans la région de Saint-Hyacinthe à ce moment-là. Faut juste voir de quelle façon on interprète les chiffres et comment on les accole à la réalité. Mais c'est quand même, là, mine de rien, là, quand on parle de 1,3 milliard de revenus, de retombées agricoles au niveau du centre du Québec, c'est important. Ah, imagine si on avait encore Colbex. Regarde, moi, je suis de ceux qui défendaient cette vision-là d'avoir l'abattoir.
Et on fait un peu de coq à l'âne, là, on parle de la région, mais regarde, tu m'ouvres une porte, puis je peux pas m'empêcher C'était au de pas centre y du aller. Québec, puis tu sais, je veux dire, ça virait dans le temps. Ça là, nous tu sais. aurait donné une belle abattoir de proximité. Ça leur aurait probablement permis, entre autres, au maintien de la production bovine, notamment au centre du Québec. Parce que on le voit aujourd'hui, là, au niveau de l'élevage bovin, là, pour tout ce qui s'en va en transformation de viande, là, il s'en fait à peu près plus au centre du Québec. Il se fait plus de viande, il se fait plus de bœuf. Tu sais, c'est pas intéressant pour les producteurs. Puis ça, c'est des discussions que j'avais avec M. Lamontagne. Comment veux-tu que ça soit intéressant pour des producteurs de faire de la production quand tu es à la merci des gros brokers de viande qui font en sorte que ton bétail, tu vas le faire transiter du côté américain ou ontarien pour le faire abattre, puis que tu vas le ramener en découpe? Et où la plus-value de la chaîne? On l'a plus. On l'a plus, cette plus-value-là. Fait que tu ne crées pas un engouement, tu ne crées pas de cette manière-là un enrichissement au niveau des régions périphériques et même des régions centrales. Tu dispatches cet argent-là ailleurs, à l'extérieur de la province. Et ça, bon, regarde, la tangente est comme ça, puis l'organisation revendique d'avoir des abattoirs de proximité, d'avoir des abattoirs mobiles, d'avoir un concept qui va permettre à tout le moins de faire de l'abattage, mais aussi, il faut prévoir d'être capable de faire une mise en marché à partir de l'entreprise. Et là, ça tombe dans les règles du MAPAC. Et là, on connaît toute la bureaucratie puis toute la normalité. Là. Tu sais, il y a tellement de règles pour avoir un abattoir aujourd'hui là, que quelqu'un qui veut se partir là-dedans, il faut qu'il soit masochiste. Oui, effectivement. C'est un chemin de croix. La surréglementation, il y en a partout. Puis ça n'encourage pas non plus. Là. Tout le monde aimerait ça avoir un abattoir mobile. Il y a tellement de règles et de paperasse. Astique. T'es tous bien d'aller travailler dans une shop, tu vas faire moins d'heures, tu vas faire plus d'argent. C'est carrément le chemin de croix. Puis regarde, tu l'as dit, l'élément, là, c'est même pas l'ouvrage. Le premier élément, c'est qu'il faut que ça soit... faut que tu sois capable de le traduire en un enrichissement collectif. Ouais. Et ça, on n'est pas capable de le faire. Alors, à partir du moment où tu n'atteins pas cet objectif-là, tu n'es pas capable de créer l'enrichissement de ton voisin par une structure qui va te déployer ça, bien, tu n'avances pas, là. Tout simplement. Alors, c'est un peu le triste topo, mais oui, effectivement. Et oui, si on avait Colbex, c'est... Puis on était convaincus, comme producteurs agricoles, là, la très, très grande majorité des entreprises agricoles, des producteurs agricoles de l'époque, étaient convaincus du bienfait que cette entreprise-là pouvait avoir à long terme. Mais, contexte étant... Mais c'était surtout, pas rien que pour le bœuf, c'était surtout la vache de réforme qui transformait là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout la vache de réforme, là. Tout à fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que cette entreprise-là aurait pu devenir au fil du temps? Moi, je dis toujours, on écrit... Est-ce que vous auriez été mieux de ne pas y toucher et la laisser au frère Cola? C'est ce que j'allais te dire, Christian, on n'écrit jamais deux histoires de vie en même temps. Donc, difficile de comparer ou difficile d'imaginer. Il y a beaucoup trop d'éléments. Vous avez acheté une entreprise qui n'était pas à vendre. Puis là, à un moment donné, c'est comme tu rendu trop cher pour ce que ça valait. Fait que c'était rendu à risque. Puis il n'a pas dit l'UPA, Centre du Québec, ou peut-être... en tout cas, il avait essayé de partir un abattoir à Saint-Grégoire quand l'abattoir Morissette a fermé. Là. Oui. Ben, elle a passé au feu, en fait. Elle n'a pas fermé. Là. Elle avait passé au feu. Parce que, nous autres, on a déjà eu des autruches. Puis la dernière batch, elle a tout été à l'abattoir Morissette. On avait bien qui faisait abattre les animaux là-bas. Là, c'était comme essayer de rendre service, mais ça n'a pas vécu longtemps, cet abattoir-là. Là. Non. Vraiment pas longtemps. L'abattoir des Deux-Rives, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça. À cette heure, c'est la microbrasserie, au Quai des Brasseurs. Qui est là, ouais. Avant ça, il était dans le restaurant, mais là, le restaurant, la place était rendue trop petite pour leur production. Fait qu'ils ont acheté ça. Il ne se passait plus rien là depuis des années. Là. Elle a été le plus longtemps à rien faire que d'abattre des animaux. Oui, effectivement. Elle n'a pas abattu des animaux longtemps. Mais tu sais, est-ce que l'UPA a d'affaires à investir là-dedans? Parce que là, tu sais, vous avez acheté la Colbex. Il y avait eu ça. Tu sais, c'est des entreprises, puis c'était des échecs. Est-ce que l'UPA a d'affaires là-dedans? Tu sais, c'est un syndicat, c'est pas une place pour faire de la business. La question... Tu sais, laissez ça aux hommes d'affaires. Tu sais, chacun a des fermes, mais on dirait que quand c'est rendu à gérer ça, la gang de propriétaires qui gèrent de quoi en collectivité, ça marche pas. Ouais. Regarde, moi, je vais reprendre un propos de Laurent Pellerin de l'époque, puis qui, à mon avis, est toujours vrai. Tu as raison. On n'est pas des gestionnaires de viande. Nous, on est des gestionnaires de poils. Et on gère du bétail. On est producteur. Il y a eu des décisions qui ont été prises par le passé qui ont donné les résultats qu'on connaît. Il y a eu des échecs.
il n'y a pas eu que des échecs, parce que si ça aurait été que des échecs, à un moment donné, on n'est quand même pas masochiste au point de se faire souffrir inutilement. Il y a sûrement eu des gains à des places qui ont été faits, qui nous encourageaient à aller de l'avant avec certaines notions. Mais, tu sais, il faut se rappeler, là, la démarche initiale qui nous a emmenés dans le contexte de Colbex, c'était d'abord et avant tout d'établir un prix plancher pour la vente de nos bétails, de notre bétail de réforme. Oui, à cette époque-là, C'était ça qui était la revendication, c'était d'établir un prix plancher. Et un bon matin, on s'est retrouvé avec une proposition où on devenait acheteur. On nous offrait d'acheter l'entreprise. Parce que les vaches ne valaient pas grand-chose. Mais d'un autre côté, tu es un producteur de lait. Tu n'es pas un producteur de vaches de réforme. Non, c'est vrai. T'sais, tout à fait. Ta vache, elle était rentable. Là. Oui. C'est comme moi, j'espère pas tout le temps avoir 20 cents de la livre pour mes pointes de vibro usées. Mm-hmm. Je ne veux pas la revendre au vieux fer le même prix que je l'ai payé. Là. Effectivement. À un moment donné, je me souviens, j'avais déjà vu quelqu'un à la TV qui faisait un camp. Il dit avant ça, on avait tel prix de la vache. Puis là, ça, on n'a plus rien que ça de la vache. Hey, sacrément, t'es producteur de lait. Concentre-toi sur le lait. Laisse faire des vaches de réforme. T'sais, en principe, là, tu serais supposé de la donner. Je veux pas que tu la donnes, c'est pas ça. Tu serais pas supposé de vendre des vaches pour faire de l'argent. S'il faut absolument que tu vendes des vaches de réforme pour faire de l'argent, il y a un problème, là. Elle apprend à gérer, là. C'est pas là que tu fais ton argent, là. Mais moi, je te dirais, Christian, là, ce qui est important de se rappeler à travers tout ça, c'est que ça nous a éveillés sur un élément qui est le partage de la richesse. Le partage de l'argent comme tel, là, dans toute la filière, là. Ça, cet épisode-là nous a permis de prendre bien conscience que, comme producteur agricole, on n'avait pas le retour qui aurait dû nous revenir. Il y a quelqu'un dans la filière qui empochait beaucoup. Tu sais, tu disais, là, ta vache, après qu'elle a donné son lait, elle était rentable. Oui, elle était rentable. Mais est-ce que pour autant, je dois la donner pour que quelqu'un ramasse 100 % du bénéfice sur cette bête-là pour la transposition qu'il va en faire par après? Il me semble qu'il y a un juste retour de l'ascenseur qui devrait être équitable et équilibré à travers toute la filière. Et ça, c'est encore un travail qui n'est pas gagné. Là. On a encore du travail à faire là-dessus avec la filière au complet. Là. Mais là, quand les vaches étaient vendues pas chères, c'est parce que tout le monde s'en est débarrassé en même temps? Ou le prix avait planté? Ben, il est arrivé... Est-ce que le prix de la viande? En fait, il est arrivé plusieurs éléments. Là. Je te dirais, là, une des choses qu'on était en mesure de capter, c'est qu'il y avait quand même des échanges qui se faisaient entre les acheteurs. Il y avait un mot d'ordre qui se donnait entre les acheteurs. Tu sais, tu envoies un lot de vaches à l'abattoir, ou à l'encan, en fait. Avant de les envoyer à l'abattoir, tu les envoies à l'encan. Puis que si les trois concentrations des acheteurs dans un premier temps, donc de 12-15 acheteurs, tu es tombé à 2, 3, 3, 4. Puis ces 2, 3, 3, 4-là, ils se parlent entre eux autres, puis ils disent, regarde, aujourd'hui, on ne bite pas plus que 300 de la livre. Là. OK. Et là, regarde, ils viennent d'établir un ultimatum que toi, tu es pogné dans le serpentin, là, puis tu ne peux plus aller plus loin avec ça. Là. Alors, c'est un peu ces choses-là qui se sont produites. C'est un des éléments qui s'est produit. Concentration des acquisitions. Par la suite, toute la gestion des abattoirs qu'on connaissait, là, ça fermait les unes après les autres. Alors, pour des notions de rentabilité, des notions de normes aussi. Ouais. Donc, des mises aux normes qui étaient à peu près pas rejoignables ou pas atteignables. Oui, ça, à un moment donné, il faut que tu mettes une coupe de millions dans ton abattoir pour la mettre aux normes. Tu sais, pareil, ce qui arrive, c'est les fermes laitières. Oui. Tu sais, là, il y a des nouvelles normes qui s'en viennent. Puis il y en a qui me disaient ça. Ils disaient, il y a une crise de gang qui vont dégrayer. Là. Parce que là, aussi, oublie pas que là, on est en 2024, les coûts de construction sont rendus extrêmement chers. Puis c'est pas parti pour baisser non plus. Non. Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu ne vends pas ton lait plus cher pour autant, puis ton lait ne sera pas meilleur pour autant. Non. Fait que là, tu sais, à un moment donné, bon, qu'est-ce qu'on fait? Les banques vont prendre la solution plus facile, on se débarrasse de tout, puis on va cultiver, puis on va avoir une belle vie. Effectivement. Fait qu'il y en a bien qui pensent en vendant le vache, vont devenir des producteurs 4x4. Ouais. Tu sais c'est quoi? 4 semaines l'automne, 4 semaines le printemps, 44 semaines au chalet. Ouais, c'est pas trop de même que ça se passe. Non. Non, puis là, ben regarde, on connaît, on sait qu'est-ce qu'il y en a. Hein. Tu sais, il y a quelques années, faire des grandes cultures, ça pouvait être intéressant. Là. On a connu une flambée des prix qui était Anormalement élevée. Très anormalement élevée. Là, on est retombé comme un peu en bas de l'adéquation parfaite qu'on devrait avoir. Là. Mais là, tu sais, comme au printemps, quand Martin disait on va avoir une baisse de revenus de 82 %, tu pars avec des prix de grains qui sont extrêmement surélevés, peut-être trop élevés dans le fond. Là. Tu sais, il était anormalement élevé. Fait que c'est sûr que quand tu remets ça au prix normal, ça fait une grosse drop. Oui. Mais tu sais. Mais de se retrouver avec des grains, du prix de grains comme on connaît actuellement à 330 dans le maïs, puis j'y vais rond, là, 330 dans le maïs. Ça fait longtemps que tu n'en as pas vendu, je pense.
230, excuse, oui, excuse, oui, non, j'en ai vendu, excuse, 230 dans le maïs. Non, parce que j'étais resté avec une phrase de Christian Verbeck, qui est le président provincial du grain. Christian, qui m'avait dit, un moment donné, il dit, le maïs à 340, et s'il descend en bas de ça, on arrête de payer nos contributions à l'UPA. On comprend que c'est une discussion de brasserie, allons pas plus loin là-dessus. Mais c'est ça, là, du maïs à 230 la tonne, puis du soya là, à quoi? 460, 470? Ouais, pas tout à fait 500. C'est loin. On n'est pas dans une dynamique qui crée... Ça prend du rendement. Ça prend du rendement. Ça prend du rendement pour que soyez efficace. Puis quand on arrive dans des régions qu'on éloigne un peu le sud du Québec, ben on le sait que regarde, le climat n'est pas tout à fait la même réalité que la région montérégienne. On se tire bien d'affaires au centre du Québec parce qu'on a quand même un amalgame de plusieurs productions sur les entreprises pour la grande généralité d'entre eux, mais ça ne crée pas un contexte parfait non plus pour retirer des revenus qui soient décents du secteur agricole. C'est ça, tu sais... Dernièrement, j'étais allé avec mon père à Saint-Ludger. On avait une run d'équipement d'érablière à aller faire. Là. Puis, tu sais, des champs de maïs, à un moment donné, on t'en voit plus. Là. Non. Puis, à un moment donné, on en a vu un. Puis là, j'arrive, je dis, Calique, as-tu vu la hauteur des épis qu'il y avait? Parce qu'on voyait encore toute la tâche de l'épi. Maintenant, t'as à peu près un pied de terre. Imagine, là, t'as pas 5 tonnes à l'heure avec du maïs court de même. Fait que, d'aller dans des régions de même, là, tu fais du maïs, parce que tu aimerais ça avoir du rendement et faire de l'argent, mais Chris, quand ça marche pas, ça marche pas. C'est ça. Tu es rendu dans une région où il n'y a plus grand-chose à faire. Tu es rendu plus haut en montagne, puis tu n'as pas autant de chaleur qu'ici, tu auras le fleuve. C'est moins évident pas mal. Là. Non, c'est évident. En plus de ramasser de la roche. Oui, en plus. qui vient additionner à la tâche. Oui, c'est ça. Autant en coût qu'en travail. Que du plaisir. Ah oui. Que du plaisir. Oui. Puis là, si on prend, Centre du Québec. Bon, tu sais, on sait, là, tu as quitté la présidence du Centre du Québec. On ne dira pas les raisons. On n'est pas là pour ça. Mais il y avait des dossiers auxquels tu as travaillé. Oui. Puis, moi, il y a un dossier qui brasse encore un peu d'air. Oh, que je te vois venir. Les éoliennes. Oui. C'est quoi ta position là-dessus? À ce temps que tu n'es plus président, peut-être que tu pourrais parler de manière personnelle, voir comment tu vois ça. Parce que moi, personnellement, les éoliennes, tu sais, comment je t'expliquerais bien ça? Pour avoir d'énergie, ça prend de l'énergie. Tu fais un barrage, tu inondes un territoire. Ton énergie, c'est quoi? C'est le flot d'eau qui est en arrière du barrage. C'est ça, ton énergie. Tu as une centrale thermique, ça prend du fioul ou du gaz ou du charbon. C'est ça, ton énergie. Il n'y a pas d'énergie qui arrive tout bonnement comme ça. L'éolienne, par exemple, ce qui est plate, c'est qu'il faut que tu avoues. Tu sais, il y a bien du monde qui ne veulent pas voir ça, ils ne veulent pas avoir ça. Puis on s'entend que les parcs éoliens ici, là, je sais pas grand. Un gros parc, là, on a vu en Iowa, nous autres, là, ça, c'est des méchants parcs. Des éoliennes à perte de vue. Mais tu sais, si on prend l'état de l'Iowa, qui est cultivé peut-être à 90 % je ne sais pas. Il n'y a pas de place là-bas, il n'y a pas le relief, puis il n'y a pas la place pour inonder des territoires, pour avoir de l'énergie hydroélectrique. Fait que là, tu n'as pas le choix, ça te prend des centrales thermiques, nucléaires ou des éoliennes. Mais tu sais, l'éolienne, bon, c'est bien beau, mais d'un autre côté, j'écoute présentement la série sur Paramount+, Landman. Landman, dans le fond, ça se passe au Texas, c'est des producteurs de pétrole. Puis, il est dans un champ d'éoliennes. Il dit, tu penses que cette éolienne-là, ça vient gratis? Quelle quantité d'huile que tu penses que ça prend pour lubrifier ça en l'air? La quantité de ciment que ça prend. Tout le minerai que ça prend pour bâtir ça. Puis en plus, il n'y a rien de récupérable là-dessus. On voit l'image du bulldozer sur Facebook là, qui pousse de la terre sur les pales d'éoliennes parce que c'est pas récupérable, il n'y a rien à faire avec ça. Fait que, tu sais, penses-tu vraiment que c'est vraiment plus écologique ton éolienne? Puis en plus, l'autre problème que tu as avec l'éolien, c'est qu'il faut que tu utilises ton courant pendant qu'elle tourne. S'il fait moins 30, là, puis ils ne vendent pas, là, tu prends ton courant où? Tu es un peu pogné avec ça. Là. Fait que, tu sais, oui, ça prend de l'énergie. Là, on est dans une place où ce qu'on a failli en avoir, c'est parce que là, on est trop loin d'un poste de transformation pour en avoir. Moi, personnellement, mon oncle il avait été spoté pour en avoir une chez eux.
Mais à 35 000 par année, j'aurais aimé ça qu'elle soit de l'autre bord de la ligne, qu'elle soit chez nous. Ouais. Tu sais, là, c'était un peu tirer à la loterie. Tabarnak, lui, elle a la paye de 35 000 par année. Moi, elle ne l'est pas. Puis, tu sais, Chris, je passe le vibro juste au bout. Fait que, tu sais, il y avait plein d'affaires là-dedans. Ben, tu sais, je suis pas contre l'éolienne en tant que telle. Je suis pas contre ça. Sauf que, bon, oui, ça prend de l'énergie, mais calique, j'aurais aimé l'avoir la paye qui vient avec. Tu sais, c'est un peu ça. Oui. Ben regarde, tu l'as effleuré un peu. Tu aurais aimé avoir la paye qui vient avec, mais ce que tu vas avoir inévitablement, ce que tu as inévitablement, c'est les conséquences. Il y a des périmètres de protection qui t'empêchent d'aller construire quoi que ce soit à l'intérieur d'un certain rayon proche de l'éolienne. Ouais. Alors, De toute manière, où il les aurait mis, c'était loin d'un périmètre urbain, c'était loin des chemins. Puis c'est pas vraiment la place que j'aurais été bâti de quoi. J'aurais mis ça au bord du chemin. Moi, bâti de quoi, c'est au bord du chemin. Là. Ce ne sera pas à 40 arpents dans le champ. Oui, mais ça, peut-être pour une réalité d'un producteur de grains, je peux le comprendre. Mais quand on regarde au niveau des productions animales, on est dans une dynamique où on recule les bâtiments d'élevage de plus en plus des routes principales. Ce qui n'est pas une mauvaise affaire. Ce qui accentue un peu ce risque-là de se retrouver un bon matin avec un éolienne qui va venir établir un périmètre de protection ou d'interdiction de construire à l'intérieur de ce rayon-là. Donc, ça l'emmène une pression supplémentaire au niveau du développement agricole. Fait une fois qu'on a dit ça, il faut être capable de compartimenter 2-3 affaires. Bon, en passant de même, c'est quoi le périmètre de non-construction autour d'une éolienne? Ça peut ressembler à quelque chose comme 300 mètres autour de l'éolienne où ce que tu ne peux rien bâtir sans avoir l'autorisation du promoteur. Et là, ça devient la règle du 1 pour 3. C'est-à-dire 1 mètre de hauteur pour 3 mètres de rapprochement. Okay. Donc, au maximum, tu pourrais avoir un bâtiment ou une structure de 100 mètres accolée à l'éolienne. Mais on s'entend-tu que tu n'iras pas bâtir ça là? 100 mètres de haut, là, c'est une structure de 300 pieds. Là. Mais tu arrives avec un bâtiment de ferme, là. Tu as des conséquences, tu as des oscillements, tu as des vibrations qui sont occasionnées par l'éolienne. Tu peux avoir aussi des risques de dispersion du courant. Les tensions parasites. Les tensions parasites. Et ça, on n'a aucune garantie de tout ça. Là. On est devant un flou quand on arrive là. Alors, cette dynamique-là d'entreprise comme telle, de relation entre promoteurs, structures éoliennes et entreprises agricoles, ça n'a jamais été clarifié comme il faut. Le promoteur s'en va, débarque chez un producteur, débarque chez toi, Christian, vient de faire un offre, signe là sa presse, tu ne signes pas, mais voir ton voisin. Ton voisin va signer, tu viens de passer date. Fait que c'est cette dynamique-là que les promoteurs ont mis en place lors de l'appel d'offres qu'on a connu, qui a mis le feu aux poudres à bien des places. Et l'autre élément, c'est toute l'appréciation ou l'acceptabilité sociétale. Donc là, on ne veut pas le voir. Hein? Une pollution visuelle, une pollution sonore. Bon, jusqu'où c'est une pollution sonore? Il y a parce qu'il n'y a pas de maison à vendre là pour autant. On parle du village. Il faut juste être capable de mesurer quelle est la capacité d'acceptabilité de chacun des individus. Moi, elle peut être, pour un individu, l'éolienne pourrait être à 10 km de chez nous. Puis si je voyais que passer à la pente dans les airs, ça peut m'achaler. Pour un autre, l'éolienne va être sur le voisin puis ça ne l'achalera pas. Alors, c'est une appréciation qui est individuelle, qui est difficile à peser. Alors, on le voit par les mouvements de contestation là, qui ont été soulevés au niveau de la population. Pour ce qui en est, nous, du travail qu'on avait à faire au niveau de l'UPA, puis moi, comme producteur agricole, je suis encore là aujourd'hui. Le Jardin du Québec, là, qui est cultivable, là, Christian, c'est vrai qu'il n'est pas grand. Il n'y a que 2 %. Et on se le fait gruger de tous bords, tous côtés, par des éléments qui sont autres que le développement énergétique. Ouais, l'agrandissement des villes, l'agrandissement des villages, le passage de lignes électriques, les usages collectifs. En veux-tu, on en a ce qu'on appelle les UNA, les usages non agricoles, qui ne sont pas cartographiés comme tels sur les cartes comme espace perdu, mais qui font effet de perte de territoire. C'est 5800 hectares qu'on a perdu au centre du Québec au cours des 22 dernières années, juste sur la connotation des UNA. C'est énorme. En même temps, le monde habite où est-ce que c'est cultivé. Oui. Tu sais, va dans le bois. Pas grand-chose là. C'est pas cultivé. Il n'y a pas de monde non plus. Voilà. Mais tu sais, tu prends la carte des États-Unis. J'avais déjà vu une vidéo de ça. Trace une ligne, là. C'est à peu près au centre, là. Dallas, Houston, tu passes par Omaha. Puis tu regardes sur Google, là, quand tu te dézoomes, là, cette partie-là, tout ce qui est à l'est de ça, c'est vert. Oui.
Ça, 80 du monde aux États-Unis habite dans cette partie-là. Mhm. C'est la partie qui est cultivée aussi. C'est la partie qui est cultivée. Si tu prends l'autre bord, là, tu tombes un peu plus dans le désert. Ouais. Fait que c'est 20 du monde, mais dans ce 20 %-là, 11 du monde habite sur la côte Pacifique. Fait qu'il OK. reste 9 là, qui reste dans un asphyxie de grand territoire où il n'y a à peu près Ouais. rien, où il y a Ouais. zéro potentiel pratiquement. Là. C'est ça, tu sais, le monde habite où est-ce que c'est cultivé. Fait que là, c'est plate. Tu perds du terrain. En même temps, tu veux-tu aller coller ça à la tuque, ce monde-là? Ouais. Tu sais, les industries sont ici, puis c'est facile aussi. Tu n'as rien à déboiser, puis c'est plat, tu n'as pas Ouais. d'affaire à remonter le terrain. Mais, tu sais, Regarde, il y a un choix à faire, Christian. c'est ça. Il y a un choix sociétal à faire. Tu sais, c'est. Tu sais, en même temps, tu ne selon- feras pas des blocs de 20 étages de haut pour entasser le monde là-dedans, quand ce même monde-là veut que les animaux soient libres. Ouais. Non, C'est regarde, le paradoxe, là. Oui, mais la société est comme ça. La société en soi, elle est paradoxale elle-même. Ouais, Tu sais, c'est par ça. son comportement, là, on est d'accord là-dessus. Moi, je te dirais, là, le choix qui est à faire, c'est la capacité de se nourrir. Tu sais, tu me donnais les paramètres là, du côté américain, là, mais dans ton équation, il faut que tu rajoutes que du côté américain, 58 du territoire est cultivable. Ça, je ne penserais pas. Regarde ça à l'œil, là. Ouais, ben, Il y a un grand territoire de désert, puis il y a quand même les Appalaches qui sont là-dedans. Va le vérifier comme il faut, là, mais tu as Mais c'est pas loin de 50 là. T'as 58 du territoire nord-américain qui est cultivable. Tu feras les équations en fonction des kilomètres carrés que ça va donner. Rapatrie ça au Québec quand on est seulement qu'à 2 du territoire. Puis, ce 2 %-là, tu as raison. On se construit là, on vit là, puis on doit s'y nourrir en même temps. Puis, c'est bien plate. On a un hiver au Québec, il faut chauffer les fesses de temps en temps. C'est que ça prend des sources d'énergie. On est à composer avec tous ces éléments-là. Moi, la première des choses que j'ai fait quand j'ai été mis au fait de l'arrivée de ces promoteurs-là sur le territoire du centre du Québec, j'ai eu des discussions avec, bien entendu, le conseil d'administration de la Fédération régionale pour prendre une position. Mais j'ai eu aussi des discussions avec les producteurs forestiers. Parce que tu le disais tantôt, est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre dans le bois? Et oui, les producteurs forestiers sont... Tu vas à Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Ferdinand. Sainte-Sophie-d'Halifax. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'il y en a comme des montagnes là. Oui. Saint-Élézéard, je pense. L'autre Oui. bord de Sainte-Marie-de-Beauce, là, Oui, on en oui, voit oui, aussi. oui. Tu sais, tu vois, c'est plus des montagnes, mais là, tu sais, tu as plus d'ouvrages, tu as du déboisement à faire, tu as des chemins à créer dans le bois, Oui. dans un flanc de montagne, là, dans un flanc qui est moins évident pas mal. Fait que, tu sais, ça augmente tes coûts de production. Ouais. Tes coûts de construction, mais d'augmenter pas mal. Oui, mais ça concerne le promoteur, Oui, c'est ça. pas le producteur. Ça concerne... Tu sais, à un moment donné, il faut choisir qui on défend et comment on le défend. Oui, oui. Moi, avec les discussions que j'avais avec les gens chez nous à cette époque-là, c'était, oui, on est favorable à ce que ce soit dans les boisés, mais il faut que ça soit dans des boisés qui ne sont pas à connotation d'érablière. De toute façon, la Commission de la protection du territoire agricole protège déjà Ouais, ça. tu ne peux pas détruire un érablière. Une Voilà. taille classée d'érablière, tu ne peux pas toucher à ça. Voilà. L'autre espace que les producteurs forestiers demandaient qu'il soit protégé, c'est les lots forestiers aménagés. Alors, lorsqu'il se fait de la sylviculture, bien, ça, on veut que ça soit protégé aussi. Alors, c'est ça qu'on a défendu. OK. Hey, on ne veut pas ça dans les terres en Alors, culture. une terre vierge n'est plus bien. On ne veut pas ça dans les terres en culture. On ne veut pas ça dans les érablières, puis dans les lots forestiers aménagés. C'est ça la position de l'UPA. Après ça, là, même quand on a atteint cet élément-là, admettons que le promoteur décide de se plier à ça. Il va rester encore des conséquences au niveau des terres en culture parce que là, ça prend des lignes de raccordement. Ouais. Ça passe pas par micro-ondes, ce courant-là. Là. Non, c'est pas Wi-Fi, hein? Non, c'est pas Wi-Fi, ça passe pas dans les airs. Il faut que ça passe en quelque part. Alors là, quelles sont les conséquences que ça ramène lorsqu'on arrive au niveau de l'enfouissement de ces câbles-là? Parce que c'est de l'enfouissement. J'imagine que quand ils font le chemin, ils passent le fil en même temps. J'imagine. Bien, est-ce qu'ils passent dessous? Est-ce qu'ils passent à côté? Ça, c'est toutes des discussions qui se font entre producteurs et promoteurs, qui se convient à l'extérieur de ce que l'UPA pouvait, en quelque part, savoir. Là. Puis les lignes de drain. Et là, tu arrives avec tous les systèmes de drainage souterrain qu'on a déjà. Qu'est-ce qui en arrive avec ça? L'entretien de ces chemins-là, c'est le promoteur parce qu'il doit avoir un entretien permanent qui est fait pour avoir accès à l'éolienne en tout temps. Pour aller l'huiler à pelle. Ouais. Aller mettre un peu d'huile sur la pale. Alors, tous ces éléments-là ont amené une prise de position au niveau du centre du Québec puis qui s'est transposée rapidement comme étant une prise de position provinciale. Ces éoliennes-là, on ne les veut pas dans les terres en culture. Le jardin du Québec, on doit le protéger. C'est la position qui est toujours en place. Puis même aujourd'hui, en tant que producteur agricole, je suis encore là.
je suis encore à cette dynamique-là que les terres agricoles du Québec, du centre du Québec notamment, sont tellement précieuses qu'on doit les protéger. Et ça, c'est coûte que coûte. OK. C'est que les promoteurs revisent leurs plans, que le gouvernement revise les plans, puis le tapage qui a été fait, c'est pas un tapage qui a été fait pour rien. Ça l'a amené, justement, le gouvernement du Québec à revoir sa politique de déploiement énergétique et qui a annoncé, tout récemment encore, que le prochain parc éolien, lorsqu'il se refera du développement éolien, bien, ça va être à l'extérieur des zones habitées. Alors là, on est en train de regarder du côté du gouvernement à déployer un parc éolien d'une importance, d'une grande importance, plus au nord, en prenant pour acquis que dans l'élaboration de ce projet-là, il y aura une ligne de transport qui devra être construite pour ramener, comme on le fait avec les barrages, qu'on ramènera l'énergie au niveau des milieux habités. Bien, si tu mets ça pas loin d'un barrage, il y a un poste de transformation. Je ne sais pas si un courant, je ne sais pas, je connais rien dedans, là. Est-ce que ce courant-là va pouvoir passer par le même poste de transformation que le barrage? Bonne question. Bonne question. Ben, c'est sûr que quand tu t'en vas en haut de la tuque, il n'y a pas grand-chose là. Il y aura de la place en à mettre. Là. De toute manière, dans le nord, tu as quatre choses. Tu as de l'eau, du sable, de la roche puis du bois. C'est ça. Puis probablement, je dis bien probablement parce que je n'ai jamais été visiter le nord du Québec, mais j'imagine que par le topographie. Tu n'as jamais été en haut de la tuque? Non. Ah non, tu n'as jamais fait de chemin de terre? Non. Ah non? Non. Un jour, ça fera partie de mes projets, là, mais j'ai du temps. Là. Ça s'en vient. Là, mais... Ben, tu devrais en avoir. Tu devrais en avoir. Ben, ouais. Tu sais, ça fait penser, quand on était à la manifestation le 18 avril, j'ai vu Julie Bissonnette, la nouvelle présidente du Centre du Québec. Puis elle venait de quitter son poste à la Fédération de la relève. Fait que là, je l'ai relancé pour l'inviter. Elle a dit j'ai le temps en masse, là, j'ai plus de j'ai le temps, là, on va y aller, là, j'ai le temps en masse. Voilà. C'est pour ça, t'es ici, t'avais du temps. Oui, j'avais un peu de temps, effectivement. Mais, tu sais, tout ça pour dire que, est-ce qu'il y a, bon, j'imagine qu'au niveau du nord du Québec, il y a du vent. Les éoliennes, ça prend du vent, puis ça prend du vent en période de pointe. T'sais, on le disait tantôt. Ouais, on ne peut pas commander du vent. C'est ça le problème. Là. L'été, on en a du vent ici en masse. Ouais. L'hiver, là, c'est par l'ampleur des palmes qui se sont déployées au niveau des éoliennes qui font en sorte que même une éolienne en terrain plat, pas pour rien qu'on allait dans les montagnes. Là. Dans les montagnes, là, les flancs de montagne, c'est le spot numéro 1. C'est en côte, là, c'est le spot numéro 1, premier degré pour aller implanter une éolienne. Après ça, si tu veux aller dans un autre décorum, tu vas descendre en plaine. Et là, en plaine, tu vas tomber en phase secondaire. Tu vas avoir moins de vent. Tu vas avoir un vent plus constant, mais moins fort, moins intense. Ce qui fait qu'ils vont aller chercher une certaine efficacité au niveau des éoliennes, c'est qu'ils rallongent les palmes. Là, on tombe avec des chefs-d'œuvre qui vont mesurer, on me parlait, moi, de 121 mètres. Oui, puis tu remontes la structure aussi. Là. Aussi. Là. Fait que, mais tu sais, ce qui n'est pas pire, ça dépend comment on le prend, mais avec la technologie aujourd'hui, comme celle qui existe déjà, peuvent mettre un moteur qui va produire plus de courant pour avoir les mêmes pales. Ouais. Puis ils font pareil. Il y en a un qui me disait ça, dans les barrages, ils font la même affaire aussi. Oui, ils sont capables de changer de turbine à cette heure. Avec la technologie, ils sont capables de mettre une turbine qui va produire beaucoup plus de courant avec le même flot d'eau. Exact. Regarde, les premières éoliennes, là, on parlait tantôt du parc de l'érable. Le parc de l'érable à Sainte-Sophie d'Halifax, là, si ma mémoire est bonne, c'est 1,5 MW qui est développé par éolienne. Okay. Et là, on parle des éoliennes qui sont autour de 8 à 10 MW. Là. Alors, ça donne là, une ampleur, justement, comme tu le dis. Là, la technologie fait en sorte que l'efficacité de la machine est plus grande, mais n'empêche que l'impact au sol est toujours là. C'est ça. Mais la combinaison de l'hydroélectricité et l'éolien, à mon œil à moi, c'est pendant qu'elle tourne, elle produit du courant, mais ça te permet de fermer le barrage. Parce que le barrage, tu peux varier avec. Oui. Une centrale thermique, si tu as fait varier ton courant, la force du feu, mettons, là, en fonction de ta demande de courant, ta centrale est bonne 10 ans. Mais si tu as fait marcher à 100% tout le temps, elle est bonne 30 ans. OK. Fait que dans le fond, il y a mieux vendre du courant à perte. Fait que c'est là qu'à Hydro-Québec, souvent, ils font leurs argent. Ils achètent ce courant-là pas cher, ferment les barrages. Fait qu'ils accumulent cette énergie-là. C'est pour ça, quand ils disent accumuler de l'énergie, ils ferment le barrage. Puis quand ils en ont besoin, ben là, ils rouvrent les vannes puis ils renvoient ça de l'autre bord. C'est un peu de même qu'ils font leurs argent. Ça, c'est quand tu es capable de composer avec les éléments, quand tu contrôles. C'est ça. Mais là, ici, vu qu'on a l'hydroélectricité, tu rajoutes des éoliennes là-dedans. Là, pendant qu'elle tourne, tu fermes les barrages. Quand tu en as besoin de plus, quand il fait moins 30 et tu n'as pas de courant, tu rouvres les vannes. Tu sais, il y a une belle... Parce que là, le Québec a décidé de sortir du nucléaire. Le pire, c'est que le nucléaire,
une christie de belle technologie. Mhm. À ça, tu peux avoir une centrale grosse comme une maison pour alimenter un quartier. Là, Ouais, tu sais. ouais. Puis, tu sais, il n'y a pas d'émanation de rien qui sort de là. La boucane qu'on voit, c'est de la vapeur d'eau. Mhm. Mais, tu sais, Ah, mais je te dirais, moi, l'équation ou l'élément dans l'équation qui manque, c'est la capacité d'emmagasiner. Là. Tu sais, l'éolienne, on dira ce qu'elle veut. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'impact au niveau du sol. Ouais, OK? La productivité d'énergie, là, ça, moi, j'en ai rien à cirer de ça. Là, je suis pas là. Mais T'as bien qu'à me dire que j'étais hors sujet. Non. Regarde, ça permet d'avoir ces discussions-là, d'avoir des échanges. Puis j'espère que ceux qui vont écouter le podcast vont être en mesure aussi de bien comprendre quel est le rôle qu'on a à jouer comme organisation de producteurs à travers ces décisions-là. On n'est pas là pour prendre des décisions à la place des producteurs. Notre job à nous, c'est de mettre sur table les enjeux qui sont liés à ça. Et à partir de là, le producteur, il prendra bien la décision qu'il veut. Mais une fois que la décision est prise, il faut que le producteur se rappelle que ça, c'est pas un usage agricole. C'est un usage autre qu'agricole. Fait que s'il arrive des problèmes, tu t'arranges avec tes troubles. Viens pas demander à l'UPA dans 3 ans de dire là, j'ai des problèmes de tension parasite occasionnés par l'éolienne que j'ai décidé d'embarquer, puis j'ai un problème de drainage parce que là, ils ont tout arraché mes drains en passant. Non, regarde, va te prendre un contentieux à tes frais, là. Collectivement, il n'ira pas défendre ça. Non. Fait que c'est tout. Notre travail à nous est toujours de mettre à l'avant-plan devant les producteurs agricoles. Voici ce qu'on a comme résultat ou comme analyse ou comme diagnostic de ce qu'on voit. Puis après ça appartient aux producteurs. Et on le voit, il y a des producteurs qui ont décidé de signer. Ça leur appartient à eux. Mais n'empêche que pour le bien de la société, on est toujours à la même place là-dessus. Puis moi, personnellement, je suis toujours là. La protection du territoire, c'est une notion bien importante. Puis admettons que l'UPA décide, bon, OK, à partir de telle place, il permettrait d'avoir des éoliennes plus dans des champs cultivés. Parce que, tu sais, dans le 2 qui est cultivable, on s'entend que c'est pas tout Saint-Hyacinthe. Il y a bien des terres où il n'y a pas trop de potentiel. Tu sais, ça pourrait permettre à ces producteurs-là d'avoir un revenu supplémentaire pour être capable de tirer la couverte sur le bord un peu. Là. À partir du moment où on fait ça, là, moi, je te dirais, Christian, n'importe quel citoyen qui s'en vient, travailleur qui décide de se mettre en grève parce qu'il trouve que son salaire n'est pas assez élevé, là, ben, la réponse, ça va être quoi? Monte-toi une éolienne dans ta cour? Non, regarde, c'est quand quelque part, là, on revendique d'avoir un juste prix pour les provendes agricoles qu'on produit. On nous a donné le mandat de nourrir la population. On est prêt à répondre à ce mandat-là comme producteur. Donnez-nous des prix et des conditions qui vont nous permettre de le faire, puis de le faire dans un contexte où ça va être encourageant de le faire. Je ne demande pas de devenir un millionnaire de l'agroalimentaire ou de la production agricole. Je demande à la société de s'assurer de faire en sorte que mes coûts soient rencontrés, puis que comme n'importe quel travailleur, que je sois capable de me payer, non pas sur le bras de ma blonde ou sur le bras de mes gars, mais sur mon bras à moi, de me payer une vacance durant l'été puis une vacance durant l'hiver. Ce que n'importe quel citoyen qui travaille actuellement là, dans la classe moyenne est capable de s'offrir. C'est juste ça que je demande. Mais à partir du moment où ce que je dis au gouvernement, où on se dit entre nous, on va aller chercher un revenu d'appoint avec ça. Quelle est ma crédibilité après ça pour aller revendiquer un juste prix au niveau des denrées agricoles? Fitzgibbon nous l'a servi, ce message-là, à m'emmener. Il nous l'a servi le printemps passé. Il s'est fait ramasser d'aplomb, là. Pourquoi vous chiolez? On vous emmène des éoliennes dans votre cour, vous allez ramasser de l'argent, vous vous plaignez que vous êtes en situation économique difficile. Non, regarde, c'est parce que les éoliennes, ça nourrit personne, ça. Je fais quoi avec les patates qui étaient semées là, puis les poireaux qui étaient semés là, puis le maïs qui était semé là, qui servait à alimenter des vaches, faire du lait? C'est toute cette équation-là qu'il faut réfléchir comme il faut. C'est sûr. Mais tu sais, c'est l'agriculture. Tout est question d'énergie. Tu sais, ce qu'on produit, c'est pour faire de l'énergie. Toi, tu produis du foin, qui est de l'énergie de tes vaches. Puis le lait, c'est de l'énergie du monde. Tu sais, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est de s'arrêter de remplacer une partie de cette énergie-là pour faire une autre énergie. C'est rien pour le confort du monde. Oui. D'une certaine façon. Puis, regarde. On est aussi, moi, je te dirais bien ça. C'est comme on est rendu à un point où il n'y a jamais eu personne qui a eu faim. Fait que des fois, à un moment donné, c'est comme on n'a pas moins de ça. C'est sûr. Je te dirais, Christian, c'est le grand malheur de notre société québécoise. On s'invente des problèmes. Nord-américaine. Nord-américaine. Occidentale. Tu l'as très bien dit, là, on ne souffre pas de la faim. On n'est pas Oui, il y a des gens qui, malheureusement, ne mangent pas 3 repas par jour au Québec. Là. On le sait qu'il y en a de ça. Mais
c'est pas... Oui, il y tu sais, en a, mais tu sais, on n'est pas dans un contexte où est-ce qu'on a connu la famine, où est-ce qu'on a connu ne pas avoir rien devant nous pendant des jours, des semaines. Là. c'est ça. Tu sais, et puis, je suis pas en train de dire là, que les gens font pas des bons placements ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait. Là. Je suis juste en train de dire que le fait qu'on n'ait jamais souffert, on est dans un pays d'abondance. Le Canada est reconnu comme étant un État, un pays riche. On fait partie du G7, c'est pas pour rien. On n'est pas les moins nantis, les moins bien nantis dans la planète. Et ça fait en sorte que, justement, la société ne sait pas c'est quoi avoir faim. Non. Regarde, prends, par exemple, la situation qu'il y a eu aux Pays-Bas. Eux autres, durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu la famine. Oui. Puis ils se sont dit plus jamais. Ouais. Le pays, là, c'est grand comme Montérégie, Estrie, Chaudière-Appalaches, Centre du Québec. Oui, oui, C'est le deuxième exportateur mondial. tout à fait. Puis là, à cette heure, ils voulaient mettre des normes sur l'azote, des normes sur pour même de racheter carrément des fermes pour qu'ils produisent moins. Tabarnache! À quoi ils pensent, à ce gouvernement? Ils n'ont jamais eu faim. Ouais. Aujourd'hui, ils n'ont jamais eu faim. Fait que on dirait qu'on pourrait. Tu sais, c'est rien que pour essayer de polluer moins. Mais ce qu'ils ne produisent pas ailleurs, ils vont le produire ailleurs. Ce qu'ils ne produisent plus là, ils vont le produire ailleurs. Exact. Ils vont changer quoi? Regarde, il y a tout un équilibre. Il y a toute une notion d'équilibre. Parce que je ne comprends pas les gouvernements à aller jouer dans des patentes de même, à aller jouer sur la sécurité, non seulement alimentaire, mais des entreprises en elles-mêmes. Tu sais, comme c'est en 2024, ça veut dire que c'est en 2022, je crois, le fédéral avait sorti de quoi? 2 semaines avant les vacances de construction. Parce que tu avais jusqu'au 31 juillet assez pour répondre à ça. Ils voulaient mettre des normes à propos du protoxyde d'azote. OK. Pour qu'il y ait moins d'émissions de protoxyde d'azote. Oui, oui. Provenant des engrais. Ça aurait fallu qu'ils mettent le fumier là-dedans. Tomber dans la marde, hein? Ah, oui. Mais... Sans faire de jeu de mots. Sans faire de jeu de mots. Fait que, tu sais, ils ont sorti ça comme en douce. Personne n'a vu passer ça bien. Puis moi, à un moment donné, je suis tombé là-dessus. J'ai parlé de ça à mon agronome. On a fait un texte qui a été publié dans Le Devoir. Tu sais, Carolique, à quoi vous jouez? Ouais. Vous voulez qu'on mette moins d'engrais? Tabarnak, attends un peu, là. On en met, dans mon cas, j'en mets autant, puis on a plus de rendement. Est-ce que j'ai un bilan négatif là-dessus? Je ne penserais pas, là, tu sais. À un moment donné, tu sais, t'as pas bien le choix. Chris, on respire 78 d'air, tabarnak. Qu'est-ce que tu veux faire, Colique? Et c'est sûr que tu peux pas empêcher la production d'une sorte de gaz. Non. Si tu essaies d'empêcher la production d'une sorte de gaz, tu vas en avoir un autre qui va se faire. C'est dans la nature, il y en a tout le temps eu, tout se transforme. Fait que, essaye pas de travailler contre la nature. Là, essaie juste de trouver une orientation, une décision, un geste, un mouvement d'un gouvernement qui n'est pas électoraliste. Tout ce que tu me sors là, c'est purement électoraliste. Là. Puis le plus bel exemple, on l'a, là, il est récent. Là, la soustraction de la TPS pour 2 mois de la part de Trudeau avec des chèques promis de 250$ rendus au printemps. Là. Hey. Regarde, comment ça va coûter aux entreprises? Tout a resetupé. Tout a resetupé les caisses. Ouais. Tout a resetupé les programmes de comptabilité Ouais. pour 2 mois Ouais. qui vont revenir à... Ouais. Mais c'est ça, c'est purement électoraliste. Quand on arrive avec des normes comme celles que tu soulevais, il y a, oui, de prendre conscience que toute activité qu'on réalise, toute activité que l'être humain réalise, même s'il est dans une dynamique de biologie extrême, là, tu respires, tu pollues. Oui. Le matin, en te levant, tu commences par polluer de l'eau. Hein? Tu vas faire un petit tour à la salle de bain, puis si tu es écolo, ça va être 8 litres que tu vas flusher, mais si tu ne l'es pas, c'est un 15 qui vient de passer dans le drain. Sans compter qu'après ça, la ville, on en flushé une partie dans la rivière dans le fleuve. Ben oui, parce que là, elle n'aura pas les structures pour le traiter. Fait que c'est toujours dans cette notion-là, c'est de trouver un juste équilibre, et c'est pas évident. Moi, il y a des batailles, il y en a m'emmené qu'on dit, regarde, non, on ne jouera plus là-dedans. Là. Il n'y a pas d'avancée dans ça, allons-y pas. Mais on est dans un contexte où est-ce qu'il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de saveurs électoralistes dans toutes les décisions que nos gouvernements prennent. Puis la seule pogne qu'on a, c'est quand arrive l'élection, c'est de dire, on va les renverser, on va les ôter de là, mais on va en mettre d'autres. Mais, mais les autres tombent dans le même affaire. Ils tombent dans le même pattern. C'est comme ça.
Ils reviennent la même affaire. C'est comme si le vieux bonhomme qui est là, il essayait d'impressionner son attaché politique de 25 ans. Ouais. Attaché politique. Il essaie de l'impressionner en mettant plus de règlements, ce type débile d'environnemental. Voilà. Parce que ces jeunes-là, ils aiment ça. Fait que lui, il a espérance de passer du bon temps avec la madame. Mais moi, ce que je voudrais qu'on garde à l'esprit, là, c'est que l'agriculture, c'est un beau métier, c'est un métier qui est intéressant. Et si ce métier-là avait une reconnaissance aux acteurs qui sont là actuellement, on ne serait pas à se questionner pour qu'est-ce que ça prend pour la relève, qu'est-ce que ça prend pour les agricultrices, qu'est-ce que ça prend pour ci ou qu'est-ce que... Si l'agriculture se portait bien, si le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien prenaient acte de s'assurer que son agriculture se porte bien, que son garde-manger est en santé, il est équilibré, il est bien positionné et équilibré, je pense qu'on aurait fait un maudit beau bout de chemin. L'achat local, c'est quoi pour toi? C'est-tu à partir de chez vous 50 km? Ou c'est juste la province? Ou ça comprend le pays? L'achat local, c'est à chaque fois qu'il y a une incidence directe sur celui qui le produit. J'ai été me promener cet été en Gaspésie. OK. Un coin de pays que je n'avais jamais mis les pieds. Je suis allé découvrir ce petit royaume-là. Et j'ai fait de l'achat local. Mais pourtant, j'étais à 600 km de chez nous. Ouais. Mais... Non, c'est parce que je te dis ça, je ne sais pas si tu as écouté sur Amazon Prime, Clarkson Farms. Non. Bon, Jeremy Clarkson, dans le fond, c'est un animateur télé des émissions d'automobile, de faire de même. Puis lui, il avait une terre. OK. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de ta terre. Puis à un moment donné, lui, cette personne-là a pris sa retraite. Fait que, on va m'en occuper, moi. Fait que là, il fait une émission de TV avec ça, puis il montre ce qu'il fait sur sa terre, puis tout. Puis à un moment donné, tu sais, lui, il est tout le temps dans des projets. Puis, tu sais, le gars, il a de l'argent, pareil, là. Fait que capable de faire d'autres projets autres que sa ferme un peu. Mm-hmm. Puis là, il avait décidé d'ouvrir une boutique à la ferme. Puis eux autres, ils ont... Tu sais, puis là, ça a été écrit achat local. Mais en Angleterre, ou peut-être au pays de Galles, je ne sais pas trop, quand il est écrit achat local, ça veut dire que tu pars de là, tu fais 50 km autour. Un rayon de 50 km. Là, mettons, il y avait des bananes qui étaient dans la boutique, il y avait des kiwis. Tu sais, mais là, il y avait des affaires qui étaient en dehors de 50 km. Fait que là, c'est comment qu'on juge ça, l'achat local? Tu sais, mettons, c'est-tu avec un rayon? Parce que quelqu'un qui habite à la Colle, s'il va faire son épicerie à Plattsburgh, c'est-tu encore de l'achat local? Tu sais, il n'est pas loin de chez eux. Tu sais, c'est dur à dire, là. Tu sais, parce que, mettons qu'au Québec, je sais pas, on ne produit pas de pêche, les pêches arrivent de l'Ontario. Bon, mais là, tu sais, on est dans notre propre pays, on s'aide entre nous autres. Regarde, ce qui est disponible, quand on est capable de le produire chez nous, sur notre territoire. Non, mais on ne peut pas tout produire. Non, je suis d'accord avec toi. Des bananes, là, on n'en produira pas au Québec. Là. Non, même si ça avait les meilleures serres du monde, là, ça ne marchera pas. À un moment donné, il y a quelque chose qui va manquer. Mais quand on est capable de produire des choses chez nous, puis qu'on est capable de prioriser ça. Je ne sais pas si tu as écouté Le Temps des Framboises, qui était une émission là, qui passait à Radio-Canada, puis qui va revenir, je pense, après les fêtes. Là. OK, non. C'est justement une ferme maraîchère où il y a des travailleurs étrangers qui sont là, puis ils nous font vivre le quotidien de c'est quoi une entreprise maraîchère, justement, qui a des acheteurs, l'épicerie du village qui achète. Puis, à un moment donné, on voit dans une émission où il y a des consommateurs qui se présentent et puis tu as les produits identifiés de la ferme qui sont là à 5,99$ le cosso. Puis juste à côté, tu as les produits du Mexique qui sont là à 3,99$ du cosso. Et tu vois la propriétaire de la ferme vis-à-vis de ses cossos, incognito. Elle fait juste regarder comment est-ce que le monde se comporte. Et les gens passent, le saluent, puis ils ramassent le cosso à 3,99$. Ils achètent le prix. Ouais. Et ça a une conséquence. Tu sais, d'un autre côté, si on produisait des fraises 12 mois par année dans les champs, on pourrait peut-être les vendre à 2,99$. Oui, mais... Tu sais, les fraises, ça ne marche pas longtemps. Au Mexique, c'est 12 mois par année. Ouais, regarde, on a le climat qu'on a. Là, c'est ça. On a le climat qu'on a. Mais il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au niveau des cultures en serre là, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir certains fruits, certains légumes à longueur d'année. Il y a des serres là, qui fonctionnent. Oh, là, ça a un coût, bien entendu. Il y a un coût énergétique d'associer à ça pour rivaliser avec le froid. Mais il y a quand même une accessibilité pour ces produits-là qu'on est capable d'avoir. Là. Les serres Toundra qui font des cocombes à Saint-Félicien. Oui. Je crois que c'est à Saint-Félicien. Oui, dans ce coin-là. Là, oui. Oui. Ah, parce que je me souviens, il y avait un producteur dans le fond sur mon Facebook qui avait mis une photo. Puis
tu voyais la lueur de la lumière là, souvent de ces effectivement. serres-là. Oui, il y a des choses qui ont circulé effectivement en lien à une notion de plainte avec la pollution lumineuse. Puis, Mais tout le temps du monde pour se plaindre. Là, tu sais. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. On parlait tantôt, là, on disait de l'équilibre. Tu me posais la question de savoir c'est quoi pour toi l'achat local. L'achat local ou le marché de proximité, quand c'est capable, quand au moins tu as le sentiment ou c'est plus que le sentiment, que tu ressens, que tu remets quelque chose à quelqu'un directement. Moi, ça, pour moi, c'est de l'achat local. Non, c'est ça. Je me vois dans des microbrasseries où j'achète de la bière de microbrasserie. Je me vois chez les vignobles où j'achète des produits du vignoble sur place. Probablement que le même maudit produit, je pourrais l'avoir à SAQ. Parce qu'il distribue dans ces affaires-là. Tu fais pas ton épicerie là. Tu achètes quelques items. Puis c'est le fun parce que ça te fait découvrir des choses. Tu sais, comme moi, pas mal de porcs que j'achète, il faut que je fasse 75 km, mais avant à Danville, chez des porcs des Rois. Je change de région, mais tu sais, écoute, il fait On du va bon te le pardonner. Ah ben, tu traverses, là, tu es rendu en Estrie, puis tu n'es même pas rendu dans le village que tu arrives à la boutique. OK, c'est correct. Mais tu sais, il y a ça, mettons, puis à la fin, quand j'étais avec mon père, justement, on était arrêté dans une petite boulangerie à Thetford Mines qui est détenue par un ancien résident de Bétufive, c'est à côté. Okay. Fait que tu sais, une petite boulangerie vraiment artisanale, là, puis plusieurs sortes de pain. Tu sais, c'est le fun de découvrir des patentes. Oui. Fait que on s'expatrie, tu sais, j'achèterai pas tout de suite, là, j'aime ça encourager n'importe qui. Tu sais, tu vas aller en Ontario, tu vas faire la même affaire. Tu vas vouloir découvrir, tu sais, c'est le fun. C'est le fun de découvrir ce que le monde fait parce que souvent, ces produits-là ne sont pas industrialisés. Il y a de l'amour dedans. C'est vrai. Tu sais, ils sont faits avec amour. Là. Fait que, il y a une petite note parce que chaque place est différente aussi. Puis le même produit que tu vas aller déguster en 2023 ou que tu as été dégusté en 2023, tu vas retourner là en 2024 puis tu vas avoir autre chose. Parce que le climat va avoir joué sur la conception du fruit. Si je prends l'exemple d'un vignoble. Le fruit ou la céréale. Tu vas avoir joué. Tu es à la merci de la nature, puis la nature fait son œuvre. Et elle donne sa saveur à ces choses-là. Puis pareil comme le fromage, d'une fromagerie à l'autre, il ne goûtera pas tout à fait pareil. Mais non. Fait que c'est le fun. L'autre fois, je suis parti, on est allé justement à Danville. Après ça, on est revenu au centre du Québec. Fait qu'on est allé à Warwick, fromage Warwick, puis après ça, on a terminé ça à la fromagerie du Presbytère. Fait qu'on a acheté une coupe de produits, c'était là. Fait que, tout le temps pour découvrir de nouvelles affaires. Fait que, on est parti sur un petit road trip, puis c'était bien plaisant. Mais c'est ça. Le Québec, on a des beaux réseaux comme ça. On a des beaux endroits qui vendent du produit comme ça, du produit local. Puis, moi, comment ils appellent ça? C'est-tu pas l'espace gourmet? Il semble qu'il y a un nom spécial là, dans le coin, mettons, de Kings Hall, puis Warwick, là. Mon Dieu. Oui, j'ai quelque chose en mémoire, moi aussi. Oui, une affaire gourmet, là. Je me souviens plus exactement, mais parce que j'ai vu la pancarte, justement, je pense à la fromagerie du Presbytère, là. Je pense que, je ne sais pas si c'est parti par le gars de la Mielerie King, là, mais en tout cas... quelque chose du genre. Oui. Fait que mais c'est ça. C'est ça la beauté de ce qu'on a au Québec. On peut critiquer sur bien des choses, mais on a des gens qui ont été audacieux. Je prends l'exemple, je reviens souvent à cet exemple-là, mais les vignobles ont été des laboratoires de développement. Nos vignobles artisanaux qu'on a au Québec ont été des laboratoires de développement de vin au Québec. Il y a 15 ans, là, boire un vin de vignoble du Québec, il fallait que tu sois audacieux, là. Les procédés se sont raffinés, les connaissances se sont améliorées, l'expérimentation qu'ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on nous sert des produits qui sont de très haute qualité. Et ça, qu'on aille... Il commence à en avoir un petit peu partout aussi. Oui, aussi. Tu sais, rien qu'ici dans la région, là, il y en a un à Saint-Grégoire, il y en a un autre à Précieux-Sang. Oui, on en a un à Saint-Angèle. Puis si on va s'amuser juste dans la région voisine, Chaudière-Appalaches, à Lobinière, on en a un. Alors, il y a des vignobles comme ça qui se sont développés un peu partout. Puis si on gagne vers l'Estrie un peu, bien, regarde, on tombe un peu dans la talle. Il y a la route des vins aussi. Là. Aussi. Alors, oui, il y a des éléments comme ça. Tu as aussi le trajet des microbrasseries qui se développe aussi, qui s'est développé puis qui continue de prendre de l'expansion. Puis tu as tout le déploiement des marchés de proximité. Tu as le déploiement des marchés publics qui font le job, eux autres aussi, qui jouent un rôle dans
dans l'appropriation de la connaissance de c'est quoi un produit local. Alors, de pouvoir parler que le producteur, de se faire expliquer ce produit-là, il a été produit de telle façon, à partir de tel élément, Ouais. bien, c'est sûr que pour le consommateur, c'est une plus-value. Tu le disais tantôt, c'est une expérience. Puis, tu sais, c'est. Pour les producteurs qui vont aller à ces kiosques-là toutes les fins de semaine, hey, c'est du temps, là. C'est énormément de temps, là. Oui, oui, c'est du temps. C'est beaucoup de temps. Des fois, c'est d'expliquer tout ce que tu fais, puis la personne, ah, ben, c'est intéressant, merci. Puis il continue, puis il n'achète rien. Ouais. Tu sais, mais faut que tu vives avec ça. Ça fait partie de la game. Puis, tu sais, c'est du temps. À toutes les fins de semaine, tu es là. Il faut que tu travailles la semaine à cultiver tes affaires, puis à tout récolter pour être prêt pour la fin de semaine. Ouais. Ah non, puis souvent, c'est sûr, c'est des produits qui sont uniques, chaque personne a. Chaque item a un goût différent, puis tout. Non, puis beaucoup de temps, puis écoute, on ne peut pas faire autrement que de lever le chapeau à tout ce monde-là. Ceux aussi qui tiennent des boutiques à la ferme, quoi que ce soit. Tout à fait. C'est des passionnés, c'est des gens, regarde, on pratique ce métier-là, le métier d'agriculteur, parce qu'on est des passionnés d'abord et avant tout. Le dernier coup de chapeau là, qu'on peut donner, c'est aux cultures de chez nous, là, qui viennent de ramasser l'ordre du mérite agricole à titre de grand commandeur. La distinction la plus haute. J'ai effectivement, au niveau de la médaille d'or, donc on remporté la médaille d'or 2024 au niveau de l'ordre du mérite agricole, puis je me suis permis de leur écrire un petit post sur le post de M. Lamontagne. Ils sont pas loin d'ici, là. Sainte-Brigitte, c'est la paroisse voisine de la Visitation. Voilà. Et où ce que je disais, ces gens-là cultivent que la passion. C'est ce qu'ils font, ces gens-là. Alors, c'est ce qu'on fait au Québec. Puis dans tous les rayons où on est, tu es un gars qui fait des podcasts, tu es un gars passionné par ce que tu fais. Moi, je suis un agriculteur. J'ai été impliqué dans l'organisation syndicale. C'est un producteur agricole avant tout. Oui, d'abord et avant tout. Puis je te dirais même d'abord et avant tout un père de famille. Aussi, oui. Mais je ne suis pas de mère. Non, je suis juste un père. Je suis juste un père. Ceux qui en doutent, on pourra jaser un peu plus longtemps. Mais non, effectivement, je suis... On revient avec la joke du début. Effectivement. Puis c'est ça. Faut prendre le temps avec nos gens. Il faut prendre le temps avec nos proches. Puis, quand on fait quelque chose qu'on aime par passion, ben je pense qu'on ne se trompe pas. Ouais. Je pense que le risque d'erreur, il est très, très mince. À faire les heures qu'on fait là, à l'ouvrage qu'on a, 7 jours sur 7. Moi, j'étais allé dans le Midwest cet été. Depuis que je suis revenu, j'ai pas eu une journée de congé. Je commence à en avoir. Là, mais je n'ai pas eu. Là, je travaillais tout le temps, toutes les fins de semaine. Là, il a mouillé pas mal avant qu'on parte. Fait que quand on est revenu, c'est mis à faire beau. On est allé là-bas, on a ramené le beau temps. Ben oui. Si jamais il se met à faire mauvais, on va repartir un GoFundMe pour nous renvoyer là-bas. C'est bon, ça. J'haïs pas le concept. Ouais, ben moi non plus, j'aime bien ça. On va ramener le beau temps. Hey, quand on est revenu, justement, il se met à faire beau. Il fallait rattraper le temps perdu. Oui. Puis après ça, à un moment donné, tu fais une tournée de champ. Tabarnak, le soya est prêt. Fait que là, tu te dépêches. Il faut préparer la batteuse. Puis, t'es pas mal fini, mais il fallait que je finisse quelques affaires. Va battre le soya. Le plein est arrivé plus de bonne heure que prévu un peu. Fait que ça a gaulé, là. Ça a gaulé en tabarouette. L'automne nous a surpris un peu. L'automne nous a surpris. En fait, l'été, en soi, nous a surpris parce que c'est tout le phénomène de l'été qui a devancé les récoltes cet automne. Puis, ça s'est mis à mûrir plus vite parce que, mettons, moi, je fais un traitement dans le soya à première floraison pour des engrais foliaires. Puis, c'était au même temps que l'année passée, sauf que la récolte a été pas mal plus avancée. À un moment donné, le mois d'août, c'est mis à faire chaud, puis ça a avancé vite. Regarde, moi, je fais partie de ceux qui s'est fait prendre un peu parce que je travaille avec des structures hermétiques chez nous au niveau du maïs humide, entre autres. Puis normalement, on vise un 24 à 26 de taux d'humidité. Cette année, on s'est fait avoir. Quand on est allé prendre les premiers tests, on était rendu à 18. Et regarde, on était 3 semaines à l'avance par rapport à une date de récolte normale. Alors, tout le monde me disait, ouais, regarde, ça devant, ouais, là, moi, je me rabriais sur le fait, ouais, je travaille avec des unités un peu élevées. Les gens qui sont avec du 2002, moi, je travaille avec du 2450, 2005. Regarde, puis quand je suis allé prendre mes tests, je me suis fait avoir. Alors, ça l'explique un peu le comportement de l'été qui est particulier. Mais le beau côté de la chose, c'est qu'on a, puis tu l'as sûrement connu toi aussi, Christian, on a fait toutes nos récoltes avec un problème, c'est celui d'enlever la poussière dans nos vitres de tracteurs et de batteuses. Hey, je pourrais-tu avoir des automnes de même à tous les ans? Je signe où, moi, là? Regarde, on va être plusieurs à faire la file, d'après moi. Moi, je ne vais pas revivre 2019, là. Non, effectivement, si on est capable. Puis c'est le fun pour tout le monde parce qu'il n'y a personne qui est à la presse, il y a personne qui est à la hâte, les travaux se font bien, il n'y a rien qui brise parce que les machines ne sont pas surexploitées. Les chemins étaient propres?
Les chemins sont propres. Les chemins sont propres. Il n'y a jamais eu de boîte dans le chemin. Non. Puis ça te prend, vu que tu ne joues pas dans la boîte, ça ne prend pas de fuel. Il faisait beau, il faisait chaud. Le blé d'Inde était sec, ça ne prenait pas de propane non plus. Voilà. Ah non, le propane, c'était fou. Là, cette année, ça n'en a quasiment pas pris. Là. Effectivement. Alors, fait que franchement, comme moi, quand je fais le topo de l'année 2024, à l'exception de quelques épisodes, je souhaite revivre une année 2024 comme celle qu'on a connue. Oh, oui. Et sûrement que tout le monde voudrait revivre un autre 2024. Là. Sûrement. Ouais. Hey, Daniel, je te remercie énormément de t'être déplacé pour faire ce podcast-là. On est rendu à 1h50 quand même. Là. Quand même. Quand même. Ça n'a pas paru, hein? Ça n'a pas paru. Ça n'a pas paru. Ah non, placote. Puis moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait parce que, je trouverais pas mal d'ouvrages. Puis là, je me suis concentré sur mon ouvrage. J'essaie de trouver un rendez-vous quand tu ne sais pas si tu vas travailler le soir ou quoi que ce soit. Fitter ça avec des producteurs agricoles, c'est pas évident non plus. Là. Non. Quand les récoltes sont finies, OK, là, c'est pas mal plus facile. Ben, regarde, moi, ça m'a fait grand plaisir. Les personnes que je peux remercier, moi, c'est d'abord mes deux garçons, surtout Maxime, qui m'a libéré de mes fonctions au niveau du bâtiment pour la journée aujourd'hui. Oui, parce qu'on est sur l'heure du train présentement. On est sur l'heure du train, donc les autres sont en train de gérer la traite comme telle. Tu as un robot pareil? Oui, on a un robot de traite. Ce que j'ai pas dit plus tôt, c'est que les vaches sont entravées. Donc, c'est un robot de traite conçu au centre du Québec. C'est ce qu'on appelle communément le robot Léo, qui est construit à Sainte-Monique. Mais nous, ce qu'on a, c'est la version Max. Donc, c'est la même cage de traite que le robot Léo, mais tout le cerveau de la machine a tout été remplacé par des nouvelles technologies. Il n'y a plus de lien avec... c'est plus un Lila usagé qui est là-dedans. C'est carrément un robot neuf qui est dedans. Voilà. On est carrément avec Fullwood Merlin, qui est une compagnie, justement, européenne. Anglaise, je crois. Je suis embêté de dire le pays de provenance bien juste, là, mais c'est une technologie là, qui est très élevée, là, comparable à ce qu'on connaît au niveau... T'as dit Merlin? Oui. Ah, mais Merlin, c'est en anglais. C'est en anglais? C'est ça. C'est les chevaliers de la table ronde, oui. Le magicien Merlin. Ça vient de là. Alors, voilà. Fait qu'on a un robot comme ça qui se trouve à gérer à peu près 75 % du troupeau en traite. Okay. Le surplus des vaches en production sont traites au lactoduc. Alors, ça nous permet d'avoir je dis souvent l'équilibre, mais un amalgame parfait entre le fait qu'on positionne au robot des vaches à haute performance, des vaches qui ont un comportement idéal pour le robot. Pour faire 3 traites par jour, par exemple? Qui sont à 3 traites par jour, effectivement, et parce que le robot tourne en continu non-stop. Et les vaches qui peuvent être problématiques, ou soit par point de vue comportemental, parce qu'il y a des vaches qui ne tolèrent pas être traites par un robot. Alors, des vaches qui vont avoir un trouble comportemental ou des problèmes d'infirmerie, bien, à ce moment-là, c'est au lactoduc qu'on s'en occupe. Oui, parce que là, si tu donnes un antibiotique à une vache, il faut que tu tires à chaudière. Voilà. Fait qu'on essaie de maximiser l'efficacité du robot de traite au maximum. Fait que moi, ça a été un grand plaisir de vivre cette expérience-là, Christian. Puis, au plaisir. Un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Puis, n'oubliez pas d'aller liker, de suivre les podcasts agricoles du Québec sur votre plateforme d'écoute favorite. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut! Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de AgroSan. C'est quoi ça, AgroSan? AgroSan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. AgroSan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, K-Lime et Calpomag. Avec AgroSan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Excite Bio.
Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com.